Il y a un certain nombre d'années maintenant, j'ai entrepris de fouiller les ruines de Kandar en compagnie de confrères archéologues. Aujourd'hui, je vis retiré avec mon épouse dans un chalet isolé au cœur des montagnes. Ici, je peux à loisir poursuivre mes recherches à l'écart des mille et une tentations de la civilisation moderne et des querelles académiques. La découverte que j'ai faite sur le site de Kandar me paraît en tout point capitale. Il s'agit d'un recueil d'incantations accompagnant les rites funéraires sumériens. Le titre de ce manuscrit est Naturan de Monteo, que l'on peut approximativement traduire par Livre des morts. Sa reliure est faite de chair humaine et son encre de sang. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus! Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! Toi, tu creuses. Hasta la vista, baby. Salut mes petits morts méchants et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Aït-Kassi et cette semaine avec nos invités, on va commencer une nouvelle saga très groovy, Evil Dead de Sam Raimi. Et pour m'accompagner cette semaine, vous le connaissez peut-être pour sa chaîne YouTube Le Coin du Bis. Bienvenue Mathieu. Hello tout le monde. Quelle est ta saga préférée ? J'hésite entre SOS Fantôme et Evil Dead, ce qui tombe bien vu que c'est de cette saga dont on va parler aujourd'hui. Ouais, SOS Fantôme, c'est assez marrant parce que notre invité qui est Nico. Ouais. Déteste cette saga, c'est ça que t'allais dire ? On t'avait invité, moi je t'avais invité en pensant que t'aimais bien. Ouais. Et on commence l'épisode et tu dis oh, en fait j'aime pas SOS Fantôme. Non, alors non, je précise, j'aime énormément le premier film. Je pense juste, et je continue de le penser, que c'est une saga qui se force à l'être et qu'en fait je continue de penser qu'il n'y a pas nécessairement matière à faire une saga d'SOS Fantôme et que le 2 comme le reboot féminin comme le reboot suite récent n'apporte aucune pierre à l'édifice. Voilà. Pardon. Moi j'ai un contre-argument mais je pense qu'on en parlera après ça pourra popper durant l'entretien ouais. Evil Dead. Ouais, on parle plus des SOS Fantôme parce que le dernier en date m'avait bien mis en colère quand même. Oui, je me souviens. C'est quoi Evil Dead pour toi, Mathieu ? Pour moi, c'est une des plus grandes sagas horrifiques de l'histoire du cinéma. C'est un film dont j'entendais parler depuis pas mal d'années avant de me décider à le regarder. Enfin, j'étais adolescent et c'est l'époque, en fait, comme pas mal d'ados, où tu commences un petit peu à essayer de sortir de ta zone de confort, essayer de te confronter à des films que tu n'as pas forcément l'habitude de voir. Et quand j'étais ado, j'ai découvert, entre guillemets, le cinéma d'horreur qui commence à en foutre un peu plein les murs via ce qui passait en fait sur Canal+. Et j'ai commencé à lire Mad Movie, j'ai commencé à me documenter via tout ce que je pouvais trouver. Et Evil Dead, c'est un nom qui revenait continuellement, mais la réputation du film était telle que j'osais pas trop forcément le regarder. Et il y avait une réputation de film extrêmement effrayant et surtout extrêmement gore avec des flots de sang et du gore à tous les étages. Et dans ma découverte du cinéma d'horreur, j'y suis allé vraiment étape par étape. Je me suis confronté un soir, alors que j'avais pas forcément prévu de le faire, à Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper qui passait sur Canal+. Et contre toute attente, moi qui étais persuadé à l'époque d'avoir de me farcir en fait un film qui était extrêmement gore, j'étais non seulement face à un film qui n'avait quasiment aucune goutte de sang et qui en plus était un chef-d'œuvre. Donc c'est un des trucs qui m'a fait me dire que potentiellement si j'avais entre guillemets survécu à Massacre à la tronçonneuse et qu'en plus j'avais aimé ça, il fallait aussi que je découvre tous les autres films qui sur le papier en fait me terrifiaient quoi. Donc Evil Dead est arrivé très très rapidement dans la liste et je crois qu'il est passé sur une chaîne du satellite à l'époque TPS ou un truc comme ça, et j'avais demandé à un copain en fait qui possédait ce truc là de m'enregistrer les deux films qui passaient très tard le soir, l'un à la suite de l'autre. Et du coup, donc il a enregistré le truc, il m'a filé la VHS et j'ai regardé Evil Dead un après-midi. Et malgré le fait qu'il faisait un grand soleil, le truc m'avait terrifié quoi, et fasciné en même temps. Ouais, c'est marrant, j'entends beaucoup d'histoires sur Evil Dead depuis toujours. Et moi, je l'ai jamais vu.
Donc, Mais c'est le genre de film qui est là depuis toujours, en fait. Ouais. C'est le genre de film où tu te souviens pas tu te souviens de la première fois que tu as vu, mais tu te souviens pas forcément de la première fois que t'en as entendu parler, entre guillemets. Au fait, Nico Pratt est là. Oui, bonjour, pardon, Coucou, enchanté. Nico. Comment ça va? Ça va être. Ouais, super. Tu vas nous suivre sur quelques Evil Dead. Avec grand plaisir. Ouais, parce que toi, t'adores. Alors, moi, je suis un immense fan de la saga, vraiment des 4. Pour le coup, puisque je considère que le Evil Dead de 2013 en fait partie, c'est une suite / reboot. Très très impatient de voir le prochain et très fan, pas au même niveau mais pas loin, en vrai, des 4. C'est une Vraiment. de tes sagas préférées alors? C'est une de mes sagas préférées. Ça fait pas partie de celle que je revois le plus. Ma saga préférée, c'est peut-être Alien. Je suis loin de dire que c'est une saga parfaite, mais c'est une des sagas que je revois le plus souvent et qui me fascine le plus et qui m'intéresse le plus. Mais Evil Dead, fait partie de mes sagas préférées, clairement. Ouais, c'est fou. C'était vraiment un trou noir dans ma culture cinématographique. Mais il en faut, c'est bien. Et c'est la première fois depuis le début du podcast que j'ai pas vu de film de cette saga, d'une saga en fait. Ouais. J'avais toujours vu au moins un film, même Twilight, j'avais vu le premier, quoi. Tu vois. Oui, mais t'adores. Et oui, j'adore, bien sûr. Et Evil Dead. Mais c'était par manque de temps ou c'était juste que l'occasion en fait elle s'est pas présentée et que ça s'est jamais présenté, mais je suis pas un énorme fan d'horreur en gros. Moi, j'ai jamais eu vraiment cette fibre là. Mais c'est vrai que c'est un truc, je me suis pourtant j'ai quand même fait j'ai un podcast sur les super-héros, enfin j'avais un podcast sur les super-héros et j'ai fait donc tous les Spider-Man, donc j'ai quand même beaucoup parlé de Sam Raimi, de sa carrière, etc. Et j'ai même pas regardé les Evil Dead et donc je m'en veux un peu. J'étais content quand on a tiré ça au sort. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, comme tu le disais Mathieu, il y a un vrai truc avec Evil Dead, c'est que c'est une forme de monolithe, c'est-à-dire que si tu l'as jamais vu, tu peines presque à te lancer parce que tu te dis mon Dieu ça va être terrifiant, mon Dieu ça va être culte, mon Dieu ça véhicule énormément de choses, tout un imaginaire, beaucoup de discussions depuis 30 ans, 40 ans, donc je comprends qu'on franchisse pas le pas naturellement. Il a peut-être pas le même statut culte que peuvent l'avoir des films comme La Nuit des Morts Vivants ou Massacre à la tronçonneuse qu'on a cité tout à l'heure. Ah, de plus en plus, je pense. En fait, avec le temps, enfin depuis 40 ans, enfin je pense que les gens quand tu leur dis Evil Dead aujourd'hui, enfin ils savent à peu près ce que c'est. Ouais. Mais pour avoir tenu un vidéoclub pendant 5 ans, il y a des jeunes à l'époque qui avaient 16, 17, 18 ans, à qui je parlais d'Evil Dead et qui ne connaissaient absolument pas. Ah ouais. Je leur disais Spider-Man de Sam Raimi, ils voyaient très très bien qui c'était, et, ils connaissaient très bien le film, ils connaissaient tout par cœur, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand je leur disais, écoute, Sam Raimi, c'est un mec qui a débuté par le cinéma d'horreur, tout début des années 80, il a fait un film qui a révolutionné le genre, qui s'appelle Evil Dead, qui est un des sommets absolus et qu'il faut absolument que tu vois. C'est très souvent arrivé que les personnes en fait ne sachent absolument pas ce que c'était, quoi. Nous, en tant que vieux daron du game, on l'a vu 40 fois, il n'y a pas de souci. Mais il y a une génération qui n'a pas forcément soit fait l'effort, soit eu l'info, et qui du coup l'a découvert un petit peu en retard entre guillemets, quoi. Enfin assez clients, moi je leur parlais de classiques de l'horreur, même s'ils les avaient pas forcément vus, des films comme Massacre à la tronçonneuse ou Alien, en fait, si on le considère comme un film d'horreur, ça ils connaissaient, il n'y avait pas de souci, même s'ils l'avaient pas vu, encore une fois, ils savaient très très bien ce que c'était. Evil Dead, c'était peut-être un petit peu plus obscur. Moi je vais vous dire ce que je connais d'Evil Dead. Juste comme ça. Tu connais tout maintenant, t'as tout vu? J'ai vu que le premier. J'ai vu que le premier pour l'instant. Mais je vais vous dire ce que je savais avant de voir le premier d'Evil Dead. Ouais. Bruce Campbell, qui s'appelle Ash. C'est vrai. Il y a une scène avec sa main. Il a une tronçonneuse. Ouais. Il a un boomstick. C'est son flingue. Voilà. Et en gros, c'est un peu comme si tu demandais à quelqu'un qui n'a pas vu SOS Fantôme, par exemple, qu'est-ce que c'est SOS Fantôme pour toi? Il te dirait le truc la voiture, les protons packs, enfin tous ces trucs-là. Le marshmallow. Et voilà, Evil Dead, je connaissais vraiment le truc, en fait, ce qui est rentré dans la culture populaire, en fait, vraiment. Et c'est marrant parce que t'as dû le fantasmer, tout ça. Tout est autour de H. Et oui, et en fait, voilà, j'avais pas. En fait, quand j'ai vu le film, je me suis dit je savais. C'est ça. Ouais. Voilà, j'ai eu un petit moment. Bon, je vous dirai ce que j'en ai pensé vraiment, mais plus tard. Mais bon, c'est assez drôle comme ça de découvrir un truc aussi important quand même. Moi, je trouve ça cool. Ouais, c'est cool. Je trouve ça cool. Je trouve ça bien d'avoir des lacunes et de les combler. Je pense que c'est un.
Ouais, c'est un vrai plaisir. C'est aussi pour ça que j'ai fait la saga, en vrai. Exactement. Beaucoup de sagas que j'ai pas regardées, que j'ai pas osé me dire que je vais regarder, tu vois. Hunger Games, par exemple. De quoi? Je dis, j'ai jamais vu Hunger Games, par exemple. Ah. Vas-y, Mathieu. Quand j'avais des jeunes qui connaissaient pas forcément les classiques entre guillemets du cinéma d'horreur, à aucun moment je jugeais ou quoi que ce soit. J'étais plutôt là à dire, mais en fait très bien si tu n'as pas encore vu ces films-là, parce que ça va être des heures et des heures de découvertes toutes plus folles les unes que les autres, et tant mieux en vrai que tu n'aies pas encore vu ces trucs-là, quoi, parce qu'on va pouvoir en discuter demain quand tu auras vu le truc, et puis si ça te plaît, je pourrais t'aiguiller sur autre chose, ainsi de suite, quoi. Donc moi je le voyais comme une bonne chose en fait. Et aussi, en fait, je connaissais plus ou moins la légende autour du tournage. Ah oui, toutes les petites légendes, tu veux dire. Voilà, je savais que ça ne coûtait rien, qu'ils sont allés faire ça dans une cabane. Ça coûte rien. Enfin, voilà, ça coûte rien. Il y a eu un gros dépassement de budget, mais bon, après, c'est quand même. C'est plutôt le court-métrage à l'origine qui a rien coûté. Ouais. Donc Sam Raimi et Bruce Campbell sont des amis d'enfance qui ont fait plusieurs films en Super 8 ensemble. Plein de petits courts-métrages. Souvent, ça penchait plus vers la comédie que vers l'horreur. Il y avait des films comme Clockwork, It's Murder. Et petit à petit, ils se sont mis un petit peu à expérimenter avec le suspense, avec l'horreur. It's Murder qui est dispo sur YouTube, si je dis pas de bêtises, dans une très très mauvaise qualité. Ça peut et aussi, même le court-métrage qui a inspiré Evil Dead est aussi sur YouTube. Et la qualité est vraiment mauvaise. Enfin, j'ai essayé de le regarder, c'était très difficile à regarder. Ouais. Donc Raimi décide de faire un film d'horreur, mais pour y arriver, il fera d'abord un court-métrage qu'on dit proof of concept, un prototype en gros, pour attirer d'éventuels producteurs. Et ce court-métrage s'appelle Within the Woods, qui n'a coûté que $1 600. Voilà, ça commence comme ça. Et c'est filmé avec ses amis, avec sa famille, dans une ferme. Ils avaient tellement pas d'argent que Bruce Campbell dormait avec son maquillage pour ne pas avoir à le remettre le lendemain. Et les costumes et les masques venaient d'une boutique d'Halloween. Vous l'avez vu, vous, ce court-métrage ? Oui, je l'ai vu il y a quelques années. Ouais. C'est pas génial, hein. C'est en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a toujours, Mathieu peut-être me contredira, mais quand on voit les premiers courts-métrages ou vraiment les premières œuvres des futurs grands cinéastes, on a toujours envie de dire ouais, tout est là. Oui, tu vois, c'est vrai que tout est là en plus. Et en fait, quelque part, tout est là, et en même temps, c'est assez facile, sachant ce qu'il a fait après, c'est assez facile de s'enflammer, de déceler du génie là où il n'y en a pas forcément. C'est pareil avec le court-métrage Amblin de Steven Spielberg, enfin voilà. Sauf que, en vrai, c'est cool, c'est drôle. C'est drôle d'imaginer ce que ça va devenir. Ça se suffit pas à lui-même. C'est quand même pas de très bonne qualité. En tout cas, je trouve pas. Ouais, c'est très cheap. Tu l'as vu, Mathieu ? Oui, je l'ai vu. Mais, tout à l'heure, je disais Book of the Dead, mais non, c'est Within the Woods. Book of the Dead, c'était le premier titre du film Evil Dead. Within the Woods, enfin, la seule façon pour le moment de le voir, c'est vraiment dans une qualité absolument épouvantable qui rend pas du tout justice au truc. Mais même si admettons le film était restauré en HD ou quoi, je pense que ça changerait pas forcément grand chose. Ça a juste été pensé comme une démo, quoi. C'est limite une démo technique. Ouais. Et c'est pas très différent des courts-métrages d'horreur qui se passaient à l'époque. C'est juste qu'ils insistent beaucoup en fait sur tout ce qui est maquillage dégueulasse et fluide et sang et tout ça. Et potentiellement c'est peut-être ça aussi qui a pesé dans la balance pour qu'ils puissent avoir un financement pour faire la version longue, quoi, pour faire le film. Mais après voilà, comme disait Nico, on a de la tendresse pour ce truc-là parce qu'on connaît et on sait ce qui se passe après. Mais si on l'avait vu ce truc-là à l'époque sans savoir ce que Sam Raimi allait devenir, est-ce qu'on aurait dit oulala, il y a un génie qui se cache derrière ? C'est pas sûr, quoi. C'est pas sûr. Ouais. C'est vrai que moi, en le regardant, je me suis dit tiens, c'est fou que ce petit court-métrage, c'était le petit domino qui a permis de faire tomber. Maintenant, c'est une énorme franchise, Evil Dead. Ouais, il y a une série télé, il y a des suites, il y a des jeux vidéo, il y a des comics. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que alors tu m'as pas posé la question, mais du coup je vais y répondre. C'est quoi pour moi Evil Dead ? Non, mais t'excuses pas. Je pense que Evil Dead est le premier film que j'ai vu qui m'a appris le cinéma. C'est-à-dire qu'en voyant le film, j'avais aussi lu sur le sujet, j'ai dû le découvrir aux alentours de 16-17 ans. En voyant le film pour la première fois, j'ai pris une claque
évidemment, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais j'ai vu aussi de la débrouillardise. J'ai vu des mini-techniques. J'ai vu, enfin, je ne l'ai pas vu, mais une caméra accrochée à une branche parce qu'ils n'avaient pas de Steadicam. Et en fait, c'est ça que je trouve finalement super intéressant avec Evil Dead et avec Within the Woods, c'est qu'en fait, c'est pas supposé être nécessairement un chef-d'œuvre d'entrée de jeu, c'est un cinéaste qui apprend à devenir un grand cinéaste, mais en même temps qu'il fait. C'est-à-dire, c'est pas un rat de laboratoire, c'est pas un rat de studio, c'est pas un mec qui est dans ses bouquins, c'est un mec qui va voilà, dans la forêt avec ses potes. Et c'est un truc que j'ai vraiment ressenti la première fois que j'ai vu Evil Dead. Et je pense qu'il se ressent encore pour celles et ceux qui le découvrent aujourd'hui. Ah oui, j'espère en tout cas. Ouais, oui, clairement. Mais même remarque, hein, c'est la première fois que je l'ai vu. Enfin, comme je disais tout à l'heure, j'étais assez effrayé parce que je voyais sur ma télé. Mais ce que j'ai principalement retenu, encore une fois, c'est le rythme complètement fou du film et toutes les idées qu'il y avait dans tous les plans, quoi. Enfin, il y a des plans, enfin, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais il y a des plans qui sont juste complètement fous. Il faut pas oublier qu'à l'époque où le film a été fait, Sam Raimi, il avait que 21 ans, quoi. Et je dis, mais comment ce truc-là, en fait, a pu être fait par quelqu'un d'aussi jeune, et comment ça se fait que j'ai pas vu ce film plus tôt, parce que si j'avais vu ce film, je pense, ouais, peut-être 4-5 ans en amont, enfin, j'aurais eu 14-15 ans, quelque chose comme ça, enfin, ça m'aurait encore, je pense, plus impressionné, quoi. Mais ouais, je crois qu'il avait 20 ans au tout début du tournage, si je me trompe pas. Il venait de fêter ses 20 ans. Précoce. Ouais, c'est fou. C'est complètement fou. Et Bruce Campbell avait déjà l'air d'avoir 40 ans, tu vois. Lui, il a exactement la même dégaine que maintenant, t'as l'impression, Bruce Campbell. Lui, il a mis sa maison en collatéral pour que le film soit financé, Bruce Campbell. Enfin, c'est... Vrai pote, ouais. Ils ont dû réunir donc $350,000 en tout, alors qu'ils voulaient $100,000 à l'origine. Et au final, ça a quand même coûté $350,000 parce qu'il a fallu aussi transformer la pellicule de 16 mm à 33. Et puis il a dû... le tournage s'est considérablement allongé aussi. Le tournage s'est allongé. À 12, je crois que c'était multiplié par 2. Et après, il y a eu des reshots et tout qui sont passés à droite à gauche. Des personnes sont parties, sont revenues. Enfin, ça a été un joyeux merdier. Et il a rencontré un producteur qui, du coup, a voulu le soutenir et qui lui a dit que voilà, pour que ça marche, il fallait prévoir quand même une grande distribution. Et donc, je crois que Sam Raimi a dû remettre la main à la poche pour donner toutes ses chances à son film. Pour obtenir des acteurs, il a posté des annonces dans les journaux locaux. C'est comme ça qu'il a eu beaucoup d'acteurs. En plus de ses amis d'origine avec qui il avait déjà fait le court-métrage précédent. L'équipe était quasiment composée entièrement que d'amis ou membres de sa famille. Il a dû trouver les lieux du tournage lui-même. Ça devait être tourné dans sa ville, Royal Oak, dans le Michigan, mais en fait, l'État du Tennessee a été très intéressé par le projet et a proposé à ce que ce soit filmé au Tennessee. Et donc, c'est comme ça que ça a été fait. J'ignorais complètement. Ouais. Et oui, donc comme tu disais, le tournage a duré plus longtemps que prévu, mais surtout les 13 membres de l'équipe devaient dormir dans la cabane où tout était filmé. Et ils dormaient tous ensemble, apparemment, dans la même chambre. Il n'y avait pas de plomberie. Il y avait un stress pas possible, des tensions. Apparemment, ils s'engueulaient tous, tout le temps, pendant tout le tournage. Il faisait très froid la nuit. Donc c'est vrai que quand tu lis ça, tu te dis... que le tournage est autant un film d'horreur que le film lui-même, quoi. Ouais, et surtout la petite surprise aussi qui n'était pas prévue à la base, c'est que la cabane qu'ils avaient repérée pour tourner était plus disponible. Enfin, je crois qu'il y a eu un souci dernière minute. Et du coup, ils en ont trouvé une de secours assez rapidement. Sauf que la cabane en question, qui est donc celle du film, quand ils sont arrivés, elle était remplie de bousses de vache. Parce que tous les animaux du coin, en fait, vu que le truc était un peu à l'abandon, rentraient et puis faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Donc le premier truc qu'ils ont dû faire dans la cabane, outre le fait de l'isoler un petit peu, de mettre tout ce qui était électricité, tout ça, et refaire un petit peu les murs, c'était de virer tout ce qu'il y avait au sol, histoire qu'on puisse marcher correctement, quoi. Et puis il y avait aussi un détail qui a son importance et qui est fou, en fait, quand on regarde le film, parce qu'on ne percute absolument pas que c'est ces deux endroits différents. Une bonne partie des Dead, en fait, se passe dans la cave de la cabane. Ouais. Or, la cabane qu'ils avaient trouvée, en fait, dans la forêt, en fait, sous les bousses de vache, il n'y avait pas de cave, quoi. Donc ils ont dû creuser une espèce de trou de 2 mètres de profondeur pour que Bruce Campbell puisse y descendre. Mais en fait, le trou menait à rien, en fait. Et toutes les scènes qui se passent dans la cave qu'on voit dans le film, c'est tourné complètement ailleurs. Je crois que c'est tourné dans un truc qui appartenait à la famille de Bruce Campbell.
Et quand on regarde le film, on se doute absolument pas que c'est vraiment deux endroits différents, quoi. Donc c'est encore une fois, c'est du système D. De nos jours, on ferait bien un film sur ça. Sur le tournage, tu veux dire ? Ouais, tu sais, ils ont fait un film sur le tournage de The Room. Ils font beaucoup de films actuellement sur des films. Oui, Ouais, oui, sur tu le penses à la tournage. série aussi, The Offer, sur The le Offer, parrain, éventuellement. Il y a eu Manque dernièrement sur Citizen Kane. Enfin, il y a eu. Ouais, mais ce serait en vrai une vidéo sur les coulisses d'Evil Dead, ce serait un tuto YouTube, genre réalise ton premier film avec Les erreurs à ne 300 pas 000 faire. dollars. Non, mais il n'y a pas non plus il n'y a pas non plus vraiment eu d'accident industriel, de décès. Enfin, il y a eu des tensions. Enfin, Mathieu, arrête-moi si je me trompe, mais il y a eu des tensions, ça a été difficile. C'est rigolo Oui, de lire des ce que petites engueulades, mais il n'y a rien qui justifie Voilà. La mafia s'en est pas mêlée. Il n'y avait pas de Tommy Wiseau dans les parages. Il y a pas de grand finalement, il n'y a pas de grand mystère autour d'Evil Dead. Ouais. On sait comment ça a été fait et on sait tout ce qui s'est passé. Ça a été filmé avec une caméra louée, par exemple. Ils n'avaient même pas de caméra, elle était louée. Dès le premier jour de tournage, ils se sont perdus dans les bois. Des professionnels. Des vrais J'appelle ça des professionnels. Franchement, une des actrices s'est fait arracher les cils quand ils lui ont enlevé son masque de zombie, là. Tous ses cils sont partis avec le masque. Ça doit être affreux, ça. Ouais, le maquilleur Tom Sullivan, il débutait pas, mais presque. Et du coup, il y a plein de techniques en fait qu'il connaissait pas forcément et qu'il a expérimenté pour la première fois. Et donc, il y a eu quelques petits ratés, ouais. Ouais, ils ont même une technique spéciale pour faire le faux sang, si je me trompe pas, qu'il utilisait. Ouais, il y avait du sirop, c'était un mélange de différentes De choses. sirop et de colorant pour la bouffe Ouais. ou un truc comme ça, si je me trompe pas. Ouais, donc beaucoup de système D en fait. Mais qui durcissait à tel point qu'à un moment, apparemment, Bruce Campbell a voulu enlever son t-shirt, mais il s'est brisé. Parce qu'en fait, le t-shirt était dur, quoi. Le truc a craqué, ouais. Le truc a craqué. Les acteurs portaient, quand ils étaient en mode zombie, là, ils portaient. Enfin, comment on dit déjà ? Deadites. Dead Eye. Est-ce qu'on dit zombie ? On dit J'écoutais Deadites. un podcast en venant pour réviser un peu. Il y avait une vraie question, savoir si c'était des zombies ou non. Moi, je pense que non. Et d'aucuns Moi, je pense disent que c'est oui. plus des Je possédés. pense que non aussi, ouais. Ils sont Ouais, plus c'est possédés que Ouais, zombies. c'est ça, je suis d'accord. Ils rentrent plus dans la catégorie exorciste. Puis ils sont assez conscients finalement, parce que même possédés, ils citent des événements, des chansons, des choses du temps présent, enfin du temps réel. Donc je pense pas que ce soit des zombies. Ouais. Et on dit Il y a un petit Deadites, côté, hein, un petit côté The Sadness avant l'heure, je trouve, parce que quand The Sadness est sorti il y a quelques mois, tout le monde était là à dire waouh, putain la vache, les zombies dans The Sadness et tout, ils sont ouf parce qu'ils sont conscients et tout, ils font des trucs absolument dégueulasses et tout. On n'a jamais vu ça, c'est une révolution. Et moi l'a j'étais là à déjà dire, vu. mais en fait, si, il y a 40 ans en arrière, Evil Dead, ils faisaient pareil en fait. Enfin, C'est c'était vrai. pas forcément des zombies, mais c'était des créatures perverses. Vicieuses, dégueulasses, ultra violentes, qui pensaient qu'il y a une chose en fait, c'est te mentir, te tromper et te mettre en morceaux en fait. C'est vrai. Et, Merci de me je rappeler pense que des scènes de ça a de grandement Sadness. joué aussi dans la réputation du film, quoi. Le fait que ce soit pas juste des zombies qui avancent entre guillemets bêtement et qui n'interagissent pas avec les personnages principaux, c'est des créatures absolument vicieuses, dégueulasses et qui nous trompent en fait avec des trucs vraiment intimes. Et un des trucs forts en fait du film, c'est que ça joue sur le fait que voilà, si on veut survivre, il va potentiellement falloir tuer notre meilleure amie ou notre copine, alors qu'elle nous supplie de pas le faire, mais potentiellement c'est juste une tromperie et à la seconde d'après, elle va se remettre à se transformer en Deadite et faire de la merde. Enfin, il y a un côté super vicieux, je trouve en fait. Là où on disait il y a peut-être pas de quoi faire un film sur le tournage, ça pourrait être un film pas forcément de tension, mais plus sur un mec qui trouve des idées au jour le jour. Ce serait une comédie. Voilà, En vrai. ça pourrait être une comédie. Comédie absurde. Un mec qui tous les jours trouve une nouvelle idée de Ouais. manière de filmer, de Ouais. manière de faire les choses. Pour 0 €. Pour 0 €. Exactement. Ceci dit, il y a un documentaire qui existe sur alors pas vraiment sur Evil Dead, mais plutôt sur les fans d'Evil Dead, dont j'ai perdu le titre, mais je crois qu'il y a le mot Deadite dans le titre, qui est plutôt sympa en fait. On voit que la communauté d'Evil Dead, c'est vraiment des fans hardcore qui connaissent vraiment tout sur le bout des doigts et qui sont prêts vraiment à faire des centaines, voire des milliers de kilomètres juste pour apercevoir Bruce Campbell à une fraction de seconde. C'est plutôt rigolo. Il n'y a pas beaucoup de bonus sur le Blu-ray. Sur le Blu-ray, il y a les commentaires audio, mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Un commentaire audio de Sam Raimi. Ah, t'as quand même les bandes annonces. Ouais, t'as les bandes annonces. Je l'ai dans la main là, mais. Ouais. Alors, c'est pas ça dingue. dépend quel coffret vous avez, parce que j'ai le coffret de la J'ai pas un trilogie, là, coffret, juste en moi je face l'ai de moi. pris en individuel.
Ah, en individuel, ok. Ouais. Parce que dans le gros coffret là, qui est sorti il y a quelques temps chez l'atelier d'image, je pense que tu as le Blu-ray que tu mentionnes là avec effectivement un commentaire audio et peut-être une bande-annonce. Mais dans ce coffret, tu as un DVD bonus supplémentaire où là, tu as, je dirais bien une bonne heure, 1 heure et demie de suppléments. C'est essentiellement des captations de salons en fait qui se sont passés aux États-Unis où tu vois toute l'équipe qui répond aux questions du public. Il y a quelques scènes coupées, il y a des petits trucs promotionnels. Bah, tout Mais ce qu'a voilà, pas encore Sofiane. une fois, quand Tout tu ce que connais bien la j'ai saga, il n'y a capable. rien de vraiment renversant, Il quoi. y a 2 doublages, par contre, j'ai vu. On m'a proposé. Ouais. Il y a le doublage plus récent de 2009, si je me trompe pas, et le doublage original 2003. 2003. 2003, je crois. Ouais. Et moi, je l'ai vu qu'en VO, donc je peux pas vraiment dire. Il y a une grosse différence. Est-ce que c'est comme le parrain ou c'est un peu bizarre de le découvrir plus tard, le doublage? Jamais vu en Alors, VF. j'aurais du mal à répondre à la question parce que je crois avoir testé les 2 doublages une seule et unique fois. Et dans les 2 cas, je me suis dit non, putain, c'est pas possible. Parce Ouais, que il est pas Evil fait Dead, pour en la fait, VF, il y a quoi. un énorme travail qui est fait sur le son. Et je trouve que ça fait vraiment partie des films qui se regardent obligatoirement en VO. Parce que alors après, je sais pas si c'est moi qui suis maniaque ou quoi, mais je trouve que dans la VF, on entend moins cette espèce de bruit permanent. Le qui est une vent, là, espèce le bruit de vent. le vent, Ouais. qui est un bruit très particulier. Et il y a plein de petits trucs sonores que je trouve on perçoit moins quand on regarde le film en VF. Et de mémoire, je crois qu'en plus, le premier doublage est assez catastrophique. Donc, Evil Dead, pour moi, c'est version originale sous-titrée ou rien, en fait. Il n'y a pas de... il n'y a pas trop de débat. Tu parlais qu'ils avaient retourné des scènes. Il y a un moment, ils ont dû retourner des scènes et les acteurs étaient déjà partis. Donc, ils ont juste pris Bruce Campbell et le frère de Sam Raimi. Et le frère de Sam Raimi était de dos et à chaque fois avec une perruque. Ou avec... et donc, il y a beaucoup de scènes où c'est le frère de Sam Raimi, en fait, qui est là, qui est de dos. Ouais, il avait 14 ans à l'époque du tournage, la Ted Raimi, et du coup, il venait juste... je crois qu'il était juste en vacances. Enfin, il venait voir son frère et il venait s'acheter des BD. Et puis, il est arrivé sur le tournage. Et puis, Sam Raimi lui dit bah, écoute, t'as rien à faire. Bah, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais après, je pense plutôt sur Evil Dead 2 que Ted Raimi a vraiment, vraiment dérouillé parce que il incarne un des Deadites en fait, les plus connus du film, où il est resté enfermé dans une espèce de combinaison en latex absolument infâme. Et il perdait des litres et des litres de sueur à être enfermé là-dedans pendant des heures et des heures sous les projecteurs. Et voilà, si vous voulez voir un acteur qui dérouille pour la bonne cause, regardez le making of David Dead 2 et vous verrez que, à même pas 20 ans, Ted Raimi, il avait déjà sacrément morflé, quoi. Il y avait une montagne de scènes tournées. Il pouvait pas monter tout seul, donc c'est Joel Cohen, des frères Cohen, qui a aidé au montage du film. J'étais pas du tout au courant et c'est assez... Très très pote depuis le Ouais, début. ils Hein. sont potes, ouais. Le deuxième film d'ailleurs de Sam Raimi qui s'appelle Crime Wave, que j'adore, qui est pas J'adore aussi. qui est Petit vachement bien. chef-d'œuvre. Pas forcément facilement trouvable, en tout cas dans une édition DVD un peu dégueu. Et c'est un scénario des frères Cohen. Grosso modo, Mort pour sur le résumer, grill, voilà. ouais, Mort sur le grill, c'est un film des frères Cohen mis en scène par Chuck Jones ou Tex Avery. C'est vraiment exactement un ça, cartoon live. C'est pensé, c'est filmé, c'est monté, c'est raconté comme un cartoon. Donc si vraiment on est friand de cet humour assez particulier, qui est grosso modo, l'humour slapstick en fait, qui revient très très souvent dans le cinéma de Sam Raimi, vraiment on passe 1 heure et demie, à se marrer, quoi. Après, si on a un petit peu passé l'âge des cartoons et de ce type d'humour, le film nous semble très 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 long. Moi, pour ma part, c'est vraiment un film que j'adore. Bruce Campbell fait un petit rôle alors qu'il aurait dû tenir le rôle principal. Mais voilà, c'est un des films les plus méconnus de la filmographie de Sam Raimi et paradoxalement, je trouve que c'est peut-être pas un de ses meilleurs, mais un de ceux qu'il faut voir vraiment impérativement si on veut comprendre en fait à quel point le mec est un génie en termes de composition de plans, de montage, de narration, de tout en fait. Et c'est assez drôle, c'est que les Cohen ensuite ont été inspirés par Raimi, où ils ont fait eux-mêmes un court-métrage pour prouver au studio qu'ils pouvaient faire un film. Enfin, ils ont pris un petit peu le même système que Un Raimi. cours sur lequel ont bossé Sam et Ted Raimi, je crois. Ah ouais, c'est si je possible. dis pas de bêtises. Je sais que Sam Raimi a été réalisateur de seconde équipe, je crois, sur le 100%. film, C'est pas je pensais 100%. pas celui-ci, moi c'était le film avec Tim Robbins là où il invente le hula hoop. Oh là, j'ai oui, oublié le oh nom. là 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 là. Le grand saut, ouais. Et il y a certains plans, vraiment, quand on sait ce truc-là et que
on fait gaffe, c'est du Sam Raimi pur et dur. Il y a des petits plans, des trucs un peu énervés, des cadrages un peu tordus, un peu fous. Voilà, quand on sait qui est derrière la caméra, ça se reconnaît tout de suite. Ensuite, Rémi, il a bien bossé pour le distribuer, le film, parce que c'était aussi un truc qu'il fallait le distribuer. Et il est rentré en contact avec Irving Shapiro. C'est ça que tu disais. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Qui lui était entre autres responsable de la distribution des films de Romero et de plein de films d'horreur. Et il s'est arrangé pour que le film passe à Cannes hors compétition en 1982. Et c'est là que Stephen King a vu le film. Et il est tombé amoureux totalement de Evil Dead. Et il a fait la promo assez largement. Il a fait la promo même, ouais. Et grâce à ça, en fait, grâce à Stephen King, on peut dire que Evil Dead a eu ce côté culte. Parce que je crois que sur l'affiche, il y avait même un message disant c'est le film le plus original de notre génération, signé Stephen King. Au dos de ton Blu-ray tout pourri sans bonus, là, il y a écrit le pavé gore de Sam Raimi qui effraya Stephen King. Voilà, c'est encore une tagline aujourd'hui. Donc ça a bien boosté l'intérêt des critiques, des distributeurs. Par contre, le film a eu le droit au rating X à l'époque, ce qui de nos jours est essentiellement réservé à la pornographie, de nos jours, je pense. Oui. Le X, c'est vraiment plus que pour ça. Et il est toujours interdit dans certains pays. Ah, je croyais que c'était totalement fini, ça. Il était interdit, apparemment, il est interdit à être diffusé en salle dans certains pays. Ouais. Ah, c'est vrai, parce que je sais qu'en Allemagne, la version non censurée est officiellement et légalement disponible depuis, je crois, même pas une dizaine d'années. Quelque chose comme ça. Ah ouais. Mais oui, après, bon, il y a toujours des... Excuse-moi, mais moi, je le trouve pas si choquant. C'est peut-être parce que j'ai vu un milliard de trucs... Ouais, non, mais alors, évidemment, tu as découvert tard. Faut imaginer quand même... C'est quand même particulièrement malaisant. Il y a une scène de viol dont on va sans aucun doute parler un petit peu plus tard dans ce podcast, mais c'est quand même pas anodin, c'est-à-dire que on peut aujourd'hui, avec plus de 40 années de recul, évidemment qu'on peut trouver un classement X et une censure aussi forte, particulièrement injustifié, mais alors certes je n'y étais pas, mais on peut quand même un minimum imaginer en 81 ce que des gouvernements, des décideurs un peu rigides ont pu penser de certaines scènes et de certains moments qui sont pas forcément des moments sanglants d'ailleurs, mais qui sont des moments de peur profonde, quoi, de cauchemar pur. Donc personnellement, ça m'étonne pas. Je dis pas que je cautionne évidemment, mais ça ne m'étonne pas qu'en 81 ça a été sauvagement interdit. Ouais. Puis il y a une des choses aussi qui a contribué à faire d'Evil Dead une espèce de film mythique à la réputation de trucs absolument abominables, c'est le fait que il a été classé parmi la catégorie des vidéos nasties, qui était grosso modo les films que la censure anglaise avait proscrit. Parce que à l'époque, en fait, il y avait, je crois que c'était sous Thatcher, il y avait tout un merdier par rapport à tous ces films qui venaient d'Italie, qui venaient des États-Unis et qui choquaient les bonnes mœurs anglaises. Et Rémi s'était retrouvé devant un tribunal pour justifier l'existence de son film, ce qui n'a absolument rien donné, parce que le truc a été abandonné tout de suite. Mais voilà, dans je crois il y a 72 films. Evil Dead donc était dans les 72, et il y avait aussi bien des très très bons films que des machins que tout le monde a oublié aujourd'hui, très clairement. Mais le fait de voir cette liste de films, paradoxalement, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit voilà, ces films-là, il faut pas les voir, tout le monde a voulu se ruer dessus, et je pense que ça a aussi contribué à rajouter un petit peu plus d'aura maléfique à Evil Dead. Mais j'ai très envie de voir les 60 € aux autres, là tout de suite maintenant. Et justement, il a très bien marché en Angleterre. C'est un des pays où il a le mieux marché. Non, mais il suffit d'interdire, il suffit de dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de le voir. Il a aussi beaucoup plus marché en vidéo qu'en salle. Oui. Parce que apparemment c'est un des, j'ai appris ça tout à l'heure, c'est un des rares exemples de films où à l'époque le film est sorti à la fois en salle
et à la fois en VHS. Et il y a des histoires de censure aussi, de versions qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, enfin bref. Et du coup, c'est ça aussi qui a contribué à faire que l'Angleterre s'énerve un coup et bannisse certains films de la vidéo, parce qu'il y avait des versions beaucoup plus complètes en vidéo que ne l'étaient les films en salle. Et le film donc a cartonné dans les vidéoclubs, et que ce soit Evil Dead 1, 2 et peut-être même le troisième, c'est des films qui ont globalement bien plus marché en vidéo que en salle. Une des explications, c'est aussi le fait que des personnes qui n'avaient pas forcément l'âge de voir les Evil Dead en salle se rattrapaient en louant le film un petit peu à l'arrache dans un vidéoclub et le relouaient et ainsi de suite, et en faisaient des copies, et voilà. Donc je pense que le bouche à oreille, il est majoritairement dû à la vidéo plutôt qu'aux sorties salles qui ont marché mais qui n'ont pas non plus été des cartons absolus. Bah justement, au box-office, ça a fait entre 2,7 millions et 30 millions. J'ai pas trouvé de chiffre autre que entre 2,7 et 30. Ouais, mais après, c'est des sorties et des ressorties sur des dizaines d'années. J'ai envie de dire, aux États-Unis, il a dû faire 2,7. Il a dû faire 2,7 aux États-Unis. Et avec le temps et avec les vidéos et avec tout ça, c'est monté à 30. À mon avis, ça doit être ça. Parce que ça m'a fait rire. Je fais, c'est quoi cette fourchette là entre 2,5 millions, 2,7 millions et 30 millions Et est-ce que vous saviez qu'il y a eu plusieurs suites italiennes non officielles à Evil Dead qui s'appelaient La Casa? Non, j'ignorais totalement. Je vois ce que c'est. J'ai jamais regardé le truc. Ils en ont fait 3-4. Ouais. Et il y en a une des suites où il y a Linda Blair et David Hasselhoff. Chef-d'œuvre. J'ai trop envie de le voir. C'est la saga. T'es censé l'inclure du coup. Ouais, oui. C'est des Faudra que je refasse. Non, tu fais Evil Dead 2, 3, le spin-off, et ensuite tu te fais la casa, la maison quoi. Ton chat a déjà débranché des câbles? Non. Ok, parce que là il essaye. Ouais, il essaie. Donc tant qu'il mord pas, ça va. C'est quoi ce truc? 5 étudiants du Michigan partent dans une cabine dans les bois du Tennessee. Il y a Ash, bien sûr, sa copine Linda, sa sœur Cheryl, ainsi que Scott et sa copine Shelly. Il y a des plans, donc dès le début, on a le volant, le pont, le banc qui tape contre le mur. Il y a des trucs... on sent déjà qu'il y a En fait, je pense que si j'avais regardé 5 à 10 minutes de ce film, j'aurais pu dire que c'était un film Sam Raimi. C'est quand même assez fou de se dire que le mec avait déjà tout son style. Je veux dire, même en regardant le dernier qu'il a fait, que j'ai pas forcément adoré, le film Marvel, il y a des plans qui sont... Il y a des plans qui sont pris... Il y a quand même du Sam Raimi. Il y a quand même des plans qui sont pris. Ouais. Le plan à la fin, par exemple, qui est plus ou moins le même plan qu'on voit à la fin d'Evil Dead. Il y a un truc avec cette balançoire qui tape contre le mur. Son mouvement m'a toujours un peu intrigué, m'a toujours un peu fasciné. C'est un mouvement pas forcément fluide, qui m'a toujours paru un petit peu désarticulé. Je sais pas trop comment l'expliquer, comme si c'était une main visible qui en fait la balançait, la faisait taper. Je sais pas, d'entrée de jeu, c'est un truc qui me fascine et qui me met un petit peu mal à l'aise. C'est sûrement la main du frère de Sam Raimi. Peut-être, et c'est sans doute un détail pour tout le monde, mais moi c'est un truc qui m'a toujours un petit peu intrigué. Ouais. Je pense que ça vient aussi du bruit qui est répété à chaque coup du banc en fait contre le mur de la maison. Parce que quand on s'en rend pas forcément compte la première fois qu'on voit le film, mais quand on le revoit plusieurs fois, vraiment on peut pas ne pas le voir, l'entendre. Le son, les bruitages d'Evil Dead sont parmi les plus les plus atroces, les plus fous dans toute l'histoire du cinéma d'horreur. Il y a des sons qui sont absolument terrifiants et qui sont encore une fois tout sauf naturels, mais qui correspondent parfaitement à l'ambiance et à ce que Sam Raimi veut faire. Et si on devait les remplacer par un son beaucoup plus naturel, par le vrai son du truc en fait, je pense qu'on perdrait une partie de l'intérêt de la scène. Et là encore, c'est du système D, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une ligne de dialogue particulièrement dérangeante qui est prononcée, je me souviens pas des mots exacts, et en fait c'est un mélange de la voix de Sam Raimi et du cri de Willem, le fameux cri qui revient dans tous les films. Donc voilà, là encore c'est du bidouillage quoi. Ouais. Tu le fais si bien. le fameux Join Us là qu'on entend quand on tend l'oreille et qu'on perçoit dans le bruit du vent, c'est la voix de Sam Raimi. Donc retrafiqué avec des effets par-dessus, tout ça, mais c'est
la voix du démon qu'on entend dans le film, c'est celle de Sam Raimi. La main de Cheryl devient possédée et dessine une sorte donc le livre démoniaque du film. Et c'est là que je me suis dit, étant donné que j'avais entendu parler du fait que je me rappelais que Ash avait une scène avec sa main, je me suis dit que ça allait être un truc très important dans la saga, les mains possédées, tu vois. Ouais. Et ça m'a... Non, mais en voyant cette scène, j'ai fait ah ok, donc c'est vraiment une saga sur les mains possédées, tu vois, dans ma tête. Dans ma tête, je me suis mis ça. Et en fait, ça revient pas vraiment dans celui-là, en tout cas. Non. Mais c'était juste marrant de me dire, en fait, dans mon esprit, Evil Dead, c'était la saga des mains possédées, quoi. Mais il y a déjà ce truc pour moi, Sam Raimi, je pense que ça marche pour toute sa filmographie. C'est toujours 3 trucs. C'est toujours la perversion des codes, c'est-à-dire qu'il joue avec les attentes du public, avec les attentes de Disney, de Marvel. Voilà, c'est toujours la perversion du regard aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment. Parfois, la caméra se déplace, on ne sait pas à quel regard ça correspond. Et c'est le cas dans Evil Dead, parfois où la caméra s'avance, on comprend que c'est le regard d'une créature, mais une créature qu'on ne verra pas. Et la perversion des corps, alors évidemment, particulièrement dans Evil Dead, ça passe par des corps en charpie, mais pas aussi un corps qui se retourne contre son propriétaire. J'adore ce concept. Il y a ça. Spider-Man, c'est pas autre chose. C'est un corps qui se retourne, enfin, Doctor Strange aussi. Enfin, voilà, ça fonctionne pour tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que on parlait tout à l'heure du court-métrage, on se disait c'est pas parce que t'es devant Within the Woods que d'un seul coup tu vois le génie qui va surgir derrière Evil Dead 1 ou Evil Dead 2, et pourtant cette notion de triple perversion qui mérite d'être challengée, je reconnais tout à fait, est déjà là dans Evil Dead 1 et Evil Dead 2, et ça, je trouve ça génial. Il y a tout un délire aussi sur les... Alors, c'est pas systématique dans tous ces films, et heureusement, je pense, un délire autour du fluide corporel. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient assez souvent, parce que quand on regarde Jusqu'en Enfer et Evil Dead 2, c'est quand il y a quelque chose qui doit s'écouler, c'est pas 3 petites gouttes, c'est par hectolitre, quoi. Dans Evil Dead 2, sans trop spoiler, c'est des geysers, carrément. C'est dégueulasse, il y en a partout. Dans Jusqu'en Enfer, quand ça vomit, c'est pas pendant 2 secondes, c'est pendant longtemps, très longtemps. Et il y a plein d'exemples comme ça, de fluides qui coulent de manière très 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 abondante. Et je pense que l'horreur chez Sam Raimi, de toute façon, j'ai du mal à voir comment ça peut être, ça peut ne pas être exagéré à 300%, quoi. Alors après, il y a Intuition avec Cate Blanchett qui joue qui va chercher, je pense, une horreur un peu plus soft. Là, on est plus sur de la tension, sur de l'épouvante ou quoi. Mais dès qu'il s'agit d'horreur, Sam Raimi, il va pas avec le dos de la cuillère, et généralement, il y en a un petit peu plein les murs, quoi. Scott et Ash vont explorer la cave et ils tombent sur des objets étranges, dont un livre et une cassette. Le livre s'appelle Naturum Demento. En gros, c'est le Necronomicon, plus ou moins. Ils écoutent des incantations qui réveillent les esprits. Et apparemment, dans le script original, dans cette scène, ils devaient fumer des joints pendant qu'ils écoutent la cassette, et les acteurs l'ont fait en répétition, et apparemment ils sont tous partis dans des trips pas possibles, et donc ils ont décidé de pas le faire, de pas le faire dans le film. Moi j'ai lu que ça avait été tourné pas en répétition, mais pour de vrai, après avoir fumé des joints, mais qu'ils étaient incontrôlables, et que donc il a fallu le refaire, bon ça revient au même, mais que donc il a fallu le refaire proprement. Ils avaient quoi dans leur drogue pour être dans des étapes Je pense que c'est un mélange de mini-joints et de grosses fatigues. Ça devait être ça. Scott est un peu lourd. Voilà, j'ai noté ça. C'est dans tes notes, Scott est un peu lourd. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il est un peu lourd. Mais c'est marrant parce que c'est pas des personnages très attachants. Non, et c'est pas des personnages très écrits non plus. Non, c'est-à-dire c'est que des gens normaux. Ash et puis Ash et en fait, ça rejoint un peu la vraie vie. C'est-à-dire que Ash est le héros du film avant tout parce que c'est le pote du réalisateur, et il n'a pas vraiment de personnalité. Enfin, en tout cas, il est à la fois bouffon et héroïque, il est peureux, et en même temps, parfois, il va se jeter dans la gueule du loup. Enfin, c'est assez foutraque quand même. Tu sens que l'écriture était avant tout visuelle. Ouais, en tout cas. En fait, t'as beaucoup plus d'idées sur ce que tu veux faire en tant que film d'horreur. Ouais.
Je trouve. Mais les personnages, c'est secondaire. Et, je pense. Après, il y a quand même un petit coup de génie dans ce truc-là. Et après, je sais pas si c'est volontaire ou quoi. Mais à l'époque où le film est sorti, si on repense un petit peu aux héros dans le cinéma d'horreur, bah, c'était très, très, très souvent et majoritairement, je pense, des héroïnes. Ouais. Et alors, il y a Ellen Ripley, il y a Final Girl aussi. Curtis dans les Scream Queens, ce truc de Final Girl et compagnie, ou même Marilyn Burns dans Massacre à la tronçonneuse. Voilà, c'était pas forcément courant d'avoir un homme comme héros dans un film d'horreur, en tout cas comme survivant en fait du truc. Et quand on regarde Evil Dead la première fois sans trop savoir qui est Bruce Campbell et tout ce qui va se passer après, je pense que Ash, c'est pas forcément la personne sur laquelle on mise immédiatement en se disant bon voilà, c'est lui qui va survivre. On mise sur Scott on pense plutôt à Scott, voilà. Qui est plus dynamique, qui se bouge un peu plus. Ash, en fait, à part se prendre des trucs dans la gueule et se croûter dans des armoires, en fait, il fait pas forcément grand-chose, quoi. Il est peureux, il est un peu gauche, il est pas... il a pas vraiment la carrure d'un héros, quoi. Mais c'est le héros slapstick de cher à Sam Raimi dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, mais du coup, il y a une espèce de renversement qui se produit au bout d'un moment, c'est que il fait tout pour survivre, et ce truc-là sera encore poussé à son paroxysme dans Evil Dead 2, où là, ça devient vraiment un héros badass qui fait des conneries, mais qui reste quand même un héros, quoi. Et c'est intéressant parce que justement, moi, de ce que je sais de Evil Dead, c'est justement cette image de badass, quoi. Le mec qui fait groovy, tu vois, qui casse des gueules. Pas tant que ça dans le 1. Et dans le premier, c'est un mec totalement normal. Et du coup, on parlait de VF tout à l'heure. Groovy en VF, vous savez ce que c'est devenu ou pas? C'est une vraie question, j'ai pas la réponse. Je sais pas. Oui, moi je l'ai. Ah, vas-y. Alors c'est pourri, il dit j'y vais. Ouais, c'est pourri. Ah ouais, c'est bien. Ok, c'est de la merde. C'est même bien pourri. Ok, je m'en vais. Cheryl va dans les bois toute seule, parce que pourquoi pas, hein. Parce que c'est toujours une bonne idée. Voilà, et elle se fait violer par un arbre. Et ça, je dois bien dire que je m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne ce virage. C'est la scène qui pose problème. J'étais pas du tout au courant. Et je fais, bon, il va lui arriver un truc dans les bois, mais jamais j'aurais pu imaginer que ça allait être ça, quoi. Après, c'est une scène, Sam Raimi a longtemps dû se justifier par rapport à ça. C'est une scène qui est culte sans aucun doute pour tout un tas de mauvaises raisons. C'est une scène qu'on retrouve dans la suite / reboot de 2013. C'est une scène qui, évidemment que c'est un viol, hein, on est d'accord. Il ne s'agit absolument pas de défendre ça. C'est quand même une scène qui n'est pas non plus purement gratuite. C'est une scène, évidemment, qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui, et tant mieux, on trouverait d'autres choses. On parle quand même d'une force proprement et tout simplement démoniaque et terrible, mais en même temps qui s'approprie des sentiments et des codes et des pensées humaines. C'est-à-dire que quand les personnes sont possédées, on le disait tout à l'heure, elles continuent d'être conscientes de ce qu'elles sont. Donc finalement, si on doit imaginer la pire chose, une des pires choses qu'une personne ou qu'une entité démoniaque puisse faire à une autre, cette scène-là n'est pas insensée dans le film. Qu'elle soit gênante, qu'elle soit problématique, je l'entends bien, mais c'est pas non plus complètement délirant. C'est-à-dire qu'on peut comprendre dans le récit, en tout cas je pense que dans le récit on sait d'où elle vient. Voilà. On va peut-être me traiter à nouveau dans les commentaires de wokiste et d'islamo-gauchiste. J'ai trouvé que ce film avait un petit côté misogyne sur les bords, dans la manière de traiter les deux personnages féminins, où il y en a trois. Attends, il y en a deux ou trois, je sais plus. Il y en a trois. Il y en a trois. C'est elles qui sont transformées les premières, c'est elles qui sont très agressives dans leur manière de parler, etc. Et c'est elles qui s'en prennent le plus dans la tronche aussi par le héros. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu étrange. Au-delà de cette scène de viol qui est, oui, bon, bah voilà, j'ai trouvé que je défends pas, mais j'ai trouvé que c'était un film, et c'est voilà, ça existe les films. C'était un film très mascu, quoi, sur les bords, tu vois, bien sûr. Et comparé, comme tu le disais, aux autres films d'horreur qu'on peut voir à cette même époque, ça n'a rien à voir, quoi. Tu vois, le ton par rapport à ce que tu vas me dire, comment ça se dans Halloween par exemple, où ouais, en fait, l'héroïne est badass et se défend. La Final Girl se défend très bien, etc. Là, c'est l'inverse total, en fait. Oui. Voilà. Là, on prend ce... Et donc, je pense que Raimi l'a aussi voulu de s'éloigner
totalement de ce genre de film d'horreur. Si l'époque était à la Final Girl et que tu as envie de surprendre ton public, bon bah voilà, tu fais l'inverse. Tu fais l'inverse. Le mec est le héros et les femmes sont les méchants. Là encore, c'est pas illogique. Je dis pas que c'est profondément malin, mais en fait, profondément novateur, mais c'est pas illogique. C'est un sentiment que j'ai eu un petit peu en le regardant et que. Mais voilà, sans savoir s'il y avait eu des débats sur le sujet ou quoi. Il y a eu évidemment des débats. Et alors, oui, j'ai fait une petite recherche et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'articles sur le sujet. Mathieu, dis-moi ce que t'en penses, mais pour moi, c'est l'archétype du film de petit con. Et il avait 20 ans à l'époque. Ouais, voilà. Peut-être qu'il était misogyne. En tout cas, toutes les questions qu'on se pose en tant qu'adulte, un minimum formé et un minimum conscient du monde qui nous entoure, il se les posait pas encore. Il avait 20 ans. Enfin, voilà, faut aussi je pense que c'est ça, parce que comme tu disais, Nico, en fait, à 20 ans, surtout début 80, ça m'étonnerait qu'il se soit posé ce genre de questions. Et deuxième chose aussi, je pense que ce qu'il avait en tête à l'époque, c'était pas forcément de taper plus sur une personne que sur une autre, c'est vraiment de taper sur tout le monde, parce qu'il faut pas oublier que Sam Raimi, c'est un fan hardcore des Trois Stooges. Qui est juste un truc de slapstick où c'est à base de tarte à la crème et de claques dans la tronche et de doigts dans les yeux. Et entre les prises, un des trucs que préfère faire Sam Raimi et qu'il fait encore kiffer aujourd'hui, c'est de martyriser ses acteurs en faisant des petites blagues et de prendre un bâton et de taper dans les côtes ou de taper dans les genoux ou ce genre de truc. Enfin, à chaque fois qu'il tourne avec Bruce Campbell, il en rate pas une en fait pour le cartonner, c'est toute l'existence de Bruce Campbell dans Doctor Strange 2 d'ailleurs. C'est Bruce Campbell, c'est un martyr limite. Enfin, le mec est né pour être torturé par Sam Raimi, quoi. Non mais attends, et Evil Dead 2 en fait ça n'est que ça. C'est juste Bruce Campbell qui dérouille pendant 1h30, qui en prend vraiment mais plein la tête. Après je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il met pas forcément un truc avant l'autre. Enfin pour lui vraiment ce qui l'amuse c'est de torturer ses personnages. Peu importe qui c'est en fait. C'est vraiment à mon sens c'est vraiment ce qui l'amuse, quoi. Le truc c'est que je dis pas que le film est misogyne. Je dis juste que j'ai eu un sentiment et justement tu mets le doigt sur quelque chose, Nico, sur le fait que c'est un mec de 20 ans, un bro, quoi, tu vois, un peu un côté je fais mon film avec mes potes, avec mes potes. Non mais évidemment. Et donc c'est le sentiment que j'ai eu un petit peu en le regardant et surtout au début des années 80. Je me suis dit, est-ce que j'en parle dans le podcast ou est-ce que j'en parle pas dans le podcast, parce que je sais qu'après je vais me prendre des messages et des trucs comme ça. T'as raison d'en parler, t'as complètement raison d'en parler. Après, voilà, le débat, ce serait limite un autre débat, mais faut quand même pas oublier, et en l'occurrence, j'en fais pas une excuse, j'en fais une raison. C'est un gamin de 20 ans, un petit con, au début des années 80, en plus pas n'importe quelle décennie. Je sais pas s'il le ferait, s'il faisait le film de nos jours, il le ferait pas comme ça. Mais déjà, il ferait pas le film de nos jours, non, mais voilà, évidemment qu'il le ferait pas comme ça, évidemment. S'il faisait un remake. Quand, comment elle s'appelle, la meuf qui joue Linda, Betsy Baker, et elle est allée passer un casting pour le rôle. Elle avait rendez-vous dans un restaurant avec Bruce Campbell, Sam Raimi et Robert Tapper, qui est le producteur du truc. Et elle raconte que donc la première fois qu'elle les a rencontrés, ils étaient tous les trois dans un restaurant. Il y avait il y avait personne d'autre. Et ils étaient en train de faire les cons et de s'envoyer des boules de papier en les en sauter sur des cuillères, quoi. Et elle s'est dit, mais merde, c'est vraiment avec ces gamins-là que je vais tourner, quoi. Et vu qu'il y avait personne d'autre dans le restaurant, elle s'est dit, bah oui, en fait, ça va être avec eux, quoi. Donc ce truc-là me conforte dans l'idée que vraiment, à l'époque, c'était juste des gamins qui étaient juste morts de rire de filmer des horreurs et qui réfléchissaient pas forcément non plus à 100% de ce qu'ils faisaient, quoi. Et c'est intéressant parce que j'ai lu le reste de l'anecdote, j'ai pas lu cette dernière, mais en fait, c'est elle qui a demandé à aller voir au restaurant. Parce que quand elle avait peur, ouais. Elle avait peur. Elle a dit on me contacte pour faire un film d'horreur qui coûte pas grand chose. Je vais leur donner rendez-vous dans un lieu public parce qu'on sait jamais. Et elle se pointe et elle voit des branleurs en train de jouer avec des boulettes de papier. Donc, y a des trucs que j'aime beaucoup. Le point de vue des esprits avec les arbres qui tombent quand la caméra avance dans les arbres et les arbres tombent un petit peu génial, comme ça. Tout bête. C'est génial. Ça m'a fait penser à Twin Peaks par moment, un petit peu Lynch, les arbres avec la manière de filmer les arbres. Oui, d'accord. Les arbres font peur, quoi. Les arbres font peur. Vrai, et voilà. C'est le fait de donner une personnalité à la forêt sans le montrer clairement, en fait. On sent qu'il y a une présence, on sent qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il y a un truc qui est caché dans les bois, mais on ne le verra jamais. Même si, bon,
sans trop spoiler, il y a un petit truc dans Evil Dead 2 qui fait qu'il y a peut-être une réponse à ça. Mais en tout cas, dans Il y a Evil un Dead gros 1, truc, non, on le voit bien dans Evil Dead 2 du coup. Oui, Enfin, si on parle de la même chose, mais ouais. Ouais. Mais dans le premier Evil Dead, non, c'est juste une vue à la première personne avec une caméra qui fonce à travers les arbres et qui défonce les portes et qui se faufile absolument de partout. Et en fait, ça marche de ouf parce qu'il y a des, comme tu disais Nico tout à l'heure, il y a des plans qui sont cadrés comme des plans entre guillemets normaux. Et on voit le personnage de Bruce Campbell, donc Ash, qui est en fond de cadre, et qui juste ouvre une porte, et d'un seul coup, le plan se met à lui foncer dessus, enfin la caméra se met à lui foncer dessus, et là, on percute que, bah non, c'était pas juste un plan, entre guillemets, normal, c'était le point de vue d'une créature qui était planquée dans l'ombre, et qui fonce, en fait, sur le personnage principal, et dont on ne verra jamais, en fait, à quoi elle ressemble. Il faut quand même imaginer le talent dingue qu'il faut pour, à ce moment-là, avoir une caméra sans doute accroché à un bâton dans une cabane où il n'y a rien à part 4 mecs fauchés, et pour savoir qu'au montage on aura une scène absolument terrifiante avec rien, c'est-à-dire que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Il y a un vrai regard de cinéaste à ce moment-là qui est déjà à l'œuvre. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ils utilisaient, comme tu dis, des bâtons et des bouts de bois pour avoir une Steadicam ou pour avoir une dolly et des trucs comme ça, quoi. Dans Evil Dead 2, ce sera Audi, mais voilà, il y a une caméra à un moment qui passe à travers la vitre, et la vitre doit se briser juste avant que la caméra ne la touche, parce que sinon la caméra se brise sur la vitre. Et en fait, ils ont tout simplement pris une barre de métal qu'ils ont scotché sous la caméra, du coup qui pétait le truc. C'est stupide, c'est débile, mais fallait y penser. Les mecs étaient totalement inconscients, enfin sur le premier film. Enfin, il y a des parce que là ça me fait penser à deux autres trucs. À un moment donné, Ash croit voir quelque chose à l'extérieur de la cabane et tire au fusil à travers la fenêtre, et on se posait la question, enfin moi je me posais la question, comment est-ce qu'ils ont fait ça, est-ce que vraiment il y a un petit détonateur, il y a un petit quelque chose, et en fait non, c'est même pas d'effet spécial, en fait c'est juste il a vraiment tiré avec une carabine à travers la vitre, quoi. Et le machin qui me rend fou et qui me donne j'encourage tous nos jeunes auditeurs à faire ça chez eux, bien évidemment. Oui, bien sûr. Il y a une scène où il empoigne donc la tronçonneuse qui va devenir un aimant récurrent des films suivants, et il la place vraiment à quelques centimètres d'une actrice qui dans le film est possédée. Et dans ce que je regardais tout à l'heure, en fait, Bruce Campbell expliquait que il avait promis à l'actrice, en fait, de ne pas trembler, de ne pas éternuer, de ne pas déraper. Et à chaque fois que je voyais le film, avant de voir ce truc-là, je me disais, mais c'est un effet spécial, est-ce que la tronçonneuse tourne pour de vrai, est-ce qu'il y a vraiment une tronçonneuse à quelques centimètres du cou de l'actrice? Eh ben oui, voilà. Donc c'est très clairement le genre de truc qui serait juste impossible à refaire aujourd'hui d'un point de vue d'assurance, d'un point de vue de tout, en fait. Mais c'est un des éléments parmi tant d'autres qui font que c'est vraiment, enfin, ça reste 40 ans plus tard un film de fou furieux. Nom de Dieu, chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es pris les pieds dans une branche ou quoi? Non, ce sont les branches qui m'ont attaqué. Elles sont vivantes, Ashley. Les arbres, ils sont vivants. Donc Cheryl est possédée, avec la voix de Sam Raimi, et Shelley aussi, par la suite. J'ai noté, comme on en parlait tout à l'heure, que c'était bien plus proche pour moi de l'Exorciste que des zombies. Oui, je ne trouve pas que ce soit un film de zombies, et pourtant c'est bizarre parce que dans mon esprit, c'était clairement un film de zombies. Non, mais le terme se défend, ça veut pas dire grand-chose. Ouais. Mort-vivant, quoi. Voilà. Dead Eyes. Il y avait un professeur, je crois, qui avait fait une critique du film en disant mais j'ai absolument pas envie, enfin un professeur de cinéma qui avait fait une critique à l'équipe en disant mais j'ai détesté parce que j'ai absolument pas envie de voir un film où en fait ça serait les scènes de possession de l'exorciste étalées sur 1h30. Et je trouve que ça résume plutôt bien le truc. Enfin, c'est toutes les séquences les plus dégueulasses de l'exorciste, finalement c'est ce qu'on aime. Et ben Evil Dead, en fait c'est ça pendant quasiment 1h30, quoi. Et comme dans l'exorciste, il y a ce côté très cynique, ce que les personnes possédées gueulent et hurlent, c'est des trucs choquants, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et d'ailleurs, parlons un peu des maquillages, d'ailleurs, des Deadites, je trouve qui est quand même super bien fait au final, le maquillage, malgré le moyen. Oui, bien fait mais mal fait, mais ça fait que ça te met mal à l'aise, tu vois. Moi, une des scènes qui me terrifie le plus, pas uniquement dans la saga Evil Dead, mais en général, c'est quand alors j'ai un doute sur le prénom, c'est quand Cheryl est assise au milieu de la pièce tout simplement, et que Ash court dans tous les sens, et qu'elle est assise toute blanche et qu'elle rit. Ouais. Tout simplement. Oui. C'est pas horrible, cette scène. C'est pas un maquillage
extraordinairement réussi. C'est bien, non ? C'est bien. Et Ça fonctionne, exactement, quoi. c'est bien. Ça fonctionne, Ouais. mais voilà, c'est l'exemple type, et il y en a d'autres, mais c'est l'amateurisme ici qui sauve le projet parce qu'il n'y a rien dans cette scène. Et concrètement même, il y a rien dans ce film vraiment. C'est-à-dire que il y a pas de jeu d'acteur, il y a pas de personnage, il y a pas réellement de propos. Voilà, et je dis pas ça comme une critique. C'est-à-dire que pour moi c'est un chef-d'œuvre, mais c'est l'exemple type du film qui est sauvé par l'envie et uniquement l'envie de faire des gens qui le font. Et c'est pas toujours suffisant, mais là c'est suffisant. Moi, je trouve qu'au niveau des maquillages et des trucs comme ça, c'est tellement cheap que tu ne le vois pas ailleurs. Tu ne le vois pas dans le reste du cinéma, tu vois ? Dans les autres films d'horreur, etc., tu vois pas ce genre de maquillage. Et donc, ça fait que ça le rend un petit peu... C'est limite réaliste. Mais c'est pas très différent finalement d'un John Carpenter qui, depuis le premier étage d'une maison, filme un mec en combinaison avec un masque de William Shatner. Enfin voilà, faut avoir un vrai talent pour se projeter, faut savoir ce qu'on fait quoi. Je pense aussi qu'il y a deux trucs qui aident à faire un petit peu passer la pilule, parce qu'effectivement, quand on fait des arrêts sur image ou qu'on regarde le film sur un Blu-ray avec un très grand écran, on voit que voilà, les raccords sont pas ouf et qu'il y a des trucs qui vont pas. Enfin, d'une part que il y a des hectolitres encore une fois de fluides divers et variés qui jaillissent dans tous les sens. Donc je pense que les acteurs ils sont quand même pas mal recouverts de trucs absolument infects qui font que il y a un petit côté cache-misère je trouve, mais qui fonctionne. Et la deuxième chose qui à mon sens est un des oublis du remake, c'est les fameuses lentilles totalement opaques que portaient donc les acteurs d'Evil Dead, qui leur donnent cette espèce d'absence de regard qui rend le truc totalement flippant. Et qui n'ont pas été forcément reprises pour le remake d'Evil Dead sorti en 2013, où là en fait les Deadites ont deux yeux normaux en fait, mais du coup je trouvais que l'absence de pupilles et le fait d'avoir des yeux totalement blancs rajoutait quelque chose de vraiment inhumain dans ces monstres. On ne sait pas vraiment si elles nous regardent, si elles ne nous regardent pas, et malgré le fait que les personnes nous sortent des trucs intimes, des trucs dérangeants, le fait qu'il y ait ces lentilles blanches et le fait qu'il y ait cette absence de regard, ça crée une espèce de décalage qui est, je trouve, bien plus flippant que juste des yeux qui louchent légèrement comme on a pu avoir dans le remake de 2013. Et on a le droit quand même à des bonnes scènes où Shelly se fait cramer la tronche, elle se mange la main. Après, Scott la démembre à coups de hache. C'est marrant parce que pour vous, quand vous l'avez vu à l'époque, quand vous l'avez découvert, vous l'avez trouvé ultra violent et choquant, le film. Alors que moi, je l'ai trouvé plutôt drôle. À l'époque, encore une fois, il fallait... je vois plus ça comme une comédie qu'un film d'horreur, bizarrement, alors que c'est quand même vachement horrifique, quoi, mais je vois un petit peu plus ça comme une comédie. Après, c'est Sam Raimi, il aime bien être... Il est à la limite entre les deux, en fait. Il est toujours un pied dans les deux mondes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est en ça que la saga Evil Dead, elle est vraiment intéressante, parce que les fans hardcore de cinéma d'horreur vont forcément avoir une petite préférence pour le premier, ce qui est mon cas. Ceux qui ont un petit peu plus de mal avec tout ce qui est gore et compagnie vont préférer le 2, parce que le 2 c'est clairement un mélange parfait à mes yeux entre l'horreur et la comédie absurde, donc le slapstick. Et le 3 en fait c'est les personnes qui aiment pas forcément le cinéma d'horreur mais qui veulent quand même se confronter un minimum à Evil Dead, qui là vont surkiffer le truc parce que très clairement il y a quasiment plus de gore, et là on est complètement sur une comédie avec H qui fait n'importe quoi du début à la fin, et sur un truc 100% slapstick quoi. Donc c'est vraiment une saga qui a une trajectoire assez unique je trouve dans l'histoire du cinéma, où chacun peut y trouver son compte. Et c'est une saga qui, contrairement à Marvel et même un peu à James Bond, c'est une saga contrariée, c'est-à-dire que c'est une saga qui a jamais pas une seule fois été pensée en tant que telle, mais surtout c'est une saga qui prend pas ses fans pour des cons, c'est-à-dire que aucun film Evil Dead ne t'apporte exactement ce que t'es venu chercher dans cette suite d'Evil Dead.
C'est-à-dire que Evil Dead 3, c'est potentiellement, c'est pas un doigt d'honneur, c'est une preuve de confiance envers les fans des deux premiers. C'est pas du fan service, quoi. C'est non, plus, non, non, on va vraiment. Mais même le 2, bon, que t'as pas vu, mais qui est une perversion du premier lui-même, et le 3 pareil. Enfin voilà, c'est un mec c'est la saga déjà d'un mec dont la confiance grandit film après film. C'est-à-dire que quand on arrive à Evil Dead 3, Sam Raimi est déjà largement devenu Sam Raimi, avec ses fans, avec son pouvoir tout léger à Hollywood, mais quand même. Et ouais, une saga qui fait confiance aux spectateurs, quoi. T'es venu pour Evil Dead, t'auras pas exactement Evil Dead, mais tu vas kiffer Evil Dead. Donc Linda est possédée et ressemble au Joker. C'est vrai, c'est vrai. Elles lui font croire qu'elles sont soignées, puis elles chantent des chansons qui font peur. C'est horrible. Ouais, j'aimerais qu'on passe ce passage. Ça fonctionne toujours. C'est atroce. Et encore une fois, c'est rien, hein. C'est une comptine. Mais c'est atroce. Ash, à un moment, il décide d'enterrer Linda. Il finit par la décapiter à coups de pelle. Et même ça, à coups de pelle, tu vois, c'est sale comme décapitation, c'est pas fait pour ça une pelle. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Comment on peut tuer un Deadite déjà? Je me rappelle plus si c'est expliqué dans le film. Il faut le brûler, démembrer. Le démembrer et le brûler. Il faut le démembrer dans tous les sens. C'est pas juste comme dans les films de zombies où tu tires une balle dans la tête, c'est fini, ou tu le décapites, c'est bon. Non, il faut vraiment couper tous les membres. Il faut les brûler, il faut les enterrer, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Ouais, ça déconne pas, quoi. Ah, ouais. Donc faut te promener avec un katana partout, tu vois. Ouais. Ou une tronçonneuse, tu vois, ça fonctionne aussi. Tronçonneuse qui servira un petit peu plus dans Evil Dead 2 quand même. Ouais, bah ça j'ai cru comprendre que c'était que ça devenait. C'est là que le vrai Ash naît, c'est dans Evil Dead 2. Ils l'ont pas mis dans Mortal Kombat Ash il y a pas longtemps. Je sais pas, je joue pas à Mortal Kombat. J'ai un doute. C'est possible. Je crois qu'ils ont mis Ash dans Mortal Kombat il y a pas très longtemps. C'est possible. Ouais. Les prises qui saignent, l'ampoule qui se remplit de sang, ça j'aime bien, c'est des trucs. C'est tout bête, c'est génial. Surtout l'ampoule qui se remplit de sang, c'est bien trouvé, quoi, comme ça. Et il y a le plan méta aussi où il y a le rétroprojecteur avec le sang qui passe dessus, et donc on voit l'écran qui a lui-même le sang et tout. Bah, perversion du regard, encore une fois, je trouve. Enfin, je trouve. Non, il y a des beaux plans dans ce film. Hein. Pour un premier film par un mec de 20 ans, c'est quand même. Qui avait $100 000 en poche et. C'est quand même pas mal. Il a inventé le miroir matrixien aussi, où tu rentres et il y a de l'eau dedans. Enfin, tu vois, ça fait de l'eau quand il est dans le miroir à un moment. Ça m'a fait trop penser à Matrix. C'est quasiment la fin de ce qui est pour moi ma scène préférée de toute la trilogie. C'est même pas paradoxalement, c'est pas forcément une scène avec des hectolitres de sang et du gore et voilà. C'est vraiment une scène où il se passe en vrai pas grand chose. C'est juste Ash qui est tout seul dans la cabane et qui essaye de survivre comme il peut, mais qui est confronté à des trucs vraiment bizarres, quoi. Et en fait, c'est pendant 2 minutes une espèce de succession de plans tous plus fous les uns que les autres et de trouvailles complètement dingues par un mec qui, encore une fois, n'avait que 21 ans, quoi. Un des plans qui me fascine le plus, mais vraiment dans toute l'histoire du cinéma, c'est cette espèce de vue de dessus, c'est le top shot en fait sur Bruce Campbell où la caméra est placée donc à la verticale au-dessus de lui, mais au-dessus des poutres. Et Bruce Campbell va marcher sur la gauche et donc la caméra va le suivre et donc passer devant les poutres. Et à chaque fois que la caméra passe devant une poutre, il y a une espèce de bruitage, encore une fois, très bizarre et qui n'a rien à foutre là, mais qui me fascine parce que je suis totalement infoutu d'identifier ce qu'on entend, quoi. Ça, c'est vrai qu'au niveau tout ce qui suit, c'est absolument génial. Au niveau du son, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, l'idée du son, du bruit de vent qu'on entend dans le film, c'est Sam Raimi qui l'a enregistré lui-même, où il était dans sa chambre et il y avait du vent qui passait, et il l'a enregistré lui-même et il l'a utilisé dans le film ensuite. Et ouais, c'est très bien pensé. Il y a même un autre plan où, encore une fois, la caméra part du dessus de Bruce Campbell et fait une espèce de panoramique verticale, c'est-à-dire que on part du sommet de son crâne et on arrive en fait avec la caméra qui va être au niveau de ses pieds et qui le cadre en contre-plongée, quoi. Et pendant tout ce mouvement de caméra, on a une espèce de bruitage où on a l'impression que c'est, je pense, un avion qui est sur le point de s'écraser. Enfin, c'est un truc vraiment très très bizarre. Et ce truc-là a été fait, enfin ce mouvement de caméra a été fait par Sam Raimi qui était
qui était accroché en fait au plafond à la verticale et qui, à la force des bras, bougeait la caméra pour obtenir l'effet souhaité. Déjà, en l'état, c'est quand même un plan qu'on voit pas forcément tous les jours, mais en plus, avec ce bruitage complètement fou, ça fait encore une fois une séquence qui est juste folle, quoi. Et voilà, et cette scène, c'est vraiment que ça. C'est une accumulation de plans et de cadrage, de bruitage, tous plus dingues, qui, moi, me fascine absolument. On sent que sa priorité, c'est de se faire plaisir et de s'amuser avec la caméra et de voir ce qu'il peut faire, fait, tout simplement. C'est pas le scénario, c'est pas les acteurs, c'est pas ceci, c'est pas non, ça. Et moi, je trouve que, tu vois, j'ai ton Blu-ray dans les mains, même l'affiche cultissime avec cette femme à moitié enfoncée dans la terre qui tend la main vers le haut avec une main qui la chope à la gorge. Qui n'est jamais présent dans le film, d'ailleurs. Je crois que l'affiche du 2, elle est pas mal aussi. Et c'est ce que j'ai. L'affiche du 2, elle est géniale. C'est pareil, pas dans le film, hein, c'est le crâne avec les yeux, voilà. C'est pas dans le film, c'est purement et simplement un visuel absolument génial et dinguissime, pensé pour terrifier, en fait, alors même que tu rentres dans la salle de cinéma. Je préfère encore l'affiche d'Evil Dead 2, je pense. Je suis plutôt un fan du 1 que du 2, mais l'affiche d'Evil Dead 2 me rend fou, me terrifie et m'intrigue. Je me rappelle pas du 3, par contre. 3, c'est plus un peu façon film d'aventure à l'ancienne, en haut d'une petite corniche. T'as je vais très mal le décrire. T'as Ash avec sa tronçonneuse. En vrai, c'est une affiche dessinée. C'est une affiche dessinée voilà. où Ash, il est iconisé. C'est pour ça que je pensais un peu aux Indiana Jones des années 80. Enfin, aux Indiana Jones, quoi. Film d'aventure à l'ancienne, quoi. Mais après, l'affiche du premier Evil Dead n'est pas non plus déconnante, dans le sens où, même si ce qu'on voit sur l'affiche, c'est pas une scène qui est dans le film, pour ça, il faudra attendre le remake, ça, c'est une plutôt bonne idée. Ça indique aussi le fait que on est encore une fois face à un film qui à l'époque était jugé dangereux ou trop dégueulasse pour être regardé, parce que l'affiche c'est juste une femme qui sort de terre avec une main squelettique qui la chope pour l'y remettre, et du coup il y a un côté de toute façon vous ne pourrez pas échapper, si vous regardez ce film là vous êtes foutu, quoi. Je trouvais que c'était assez raccord avec ce que ça vendait. Je veux pas crever. Tu vas pas me laisser tomber, hein. Jure-le. Je veux pas crever. Tu vas pas me laisser tomber, hein. Je suis en train de me rendre compte que c'est un film pas facile à décrire scène par scène, etc. Je me suis dit la même chose, te connaissant un petit peu. Et connaissant ce podcast, en le rematant, je me suis dit... Il y a des films comme ça, il y a des comédies aussi qui sont comme ça, où c'est très difficile. Tu vas pas dire là j'ai ri, là j'ai pas ri, là j'ai ri, là j'ai pas ri, quoi. Là il fait une blague, là il fait pas de blague, ça va très vite. Quand j'ai fait le Austin Powers, ça fait des épisodes d'1 heure, quoi, tu vois, à chaque fois. Et là, on a quand même une bonne partie sur la production, donc on a quand même beaucoup de choses à dire sur la production, mais le film en lui-même, c'est très rapide, quoi, c'est très... J'ai une petite question. Vas-y. Quel est l'épisode le plus court de la saga ? La saga, ton podcast ? Je crois que c'est Creed 3, 1 heure. Creed 3, 1 heure ? Ouais. Ouais. Alors, j'ai pas vu le 3 pour le coup. Alors que c'est le plus long, ça va être 2h45. Ouais, mais c'est parce qu'on n'avait pas d'infos sur la production et on l'a pas vraiment aimé tous les deux. D'accord. Donc on s'est retrouvés à faire vraiment un épisode très rapide d'1 heure. Genre la baston. Mais il n'y a jamais eu moins d'1 heure, quoi. D'accord. Ok. Et le plus long ? Le plus long, c'est 3h20. Oh putain, c'est qui ? Matrix Resurrections. C'est le 3e, celui-là. Le 4. Ah, c'est le 4e ? Ouais. Que j'adore. Bah écoute, en même temps, je comprends. Que j'adore. Il y avait beaucoup de choses à dire. J'imagine, ouais, de ouf. Je suis un fan de Matrix. C'est vrai. Première heure et tout. J'avais un site web sur le film, donc j'avais beaucoup de choses à dire. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est juste qu'au niveau de l'histoire et juste raconter le film, par contre... Il n'y a pas d'histoire. Voilà. Non, mais il n'y a pas d'histoire. Donc l'épisode va être court. Et je pense que les épisodes sur les films d'après seront plus longs, tu vois, qu'il y aura peut-être plus de contenu, non ? Ouais, les films, ils sont un peu plus... Pas spécial. Ah, sur le 2, si, parce que sur le 2, tu as des méchants iconiques, enfin des monstres particulièrement iconiques, tu le disais très bien, Mathieu. Et le 3 a une histoire, a une réelle histoire, c'est limite le parcours du héros classique. Et le 4 sort dans une semaine ? Non, c'est le 5 qui sort dans une semaine. 5, Evil Dead Rise. Ouais. Mais qui est le 4 officiel ? Non, je crois pas. Enfin, je crois le que 5 est un remake et le 4 pour le moment, c'est pas trop. Pour le moment, on sait pas trop, mais le 4e volet, donc qui est sorti en 2013, était un
reboot, mais slash suite, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans les 3 premiers, c'était très discrètement mentionné, mais ou en tout cas pressenti, mais voilà. H, j'ai fait tomber ton DVD. H n'apparaissait pas, et le 5, je crois, suit un petit peu la même veine. Il a un tout petit caméo, mais vraiment de quelques secondes, mais vraiment, faut aller à la toute fin du générique, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Qu'autre chose. C'est quasiment pas dans le film. Ce qui permet en fait de relier le remake à la trilogie initiale de Sam Raimi, c'est juste que la fameuse voiture de Sam Raimi qu'on voit dans tous ses films, qui est la voiture qu'utilisent en fait les jeunes pour aller dans la cabane dans Evil Dead, le premier film. On la voit dans Evil Dead, le remake. Parce qu'elle elle n'a pas bougé et elle est couverte de feuilles et de saleté, donc potentiellement on peut se dire on sait que c'est 30 ans après. Est-ce que vous pensez que je dois regarder la série Alors moi je dirais oui. Ça dépend pourquoi, pour comprendre, tu veux dire? Par exemple, entre le 3 et le 4, est-ce que faudrait que je regarde un petit peu la série, ce que ça donne? Si franchement Evil Dead 2 t'a plu, enfin même si tout Evil Dead t'a plu en vrai, n'hésite pas à regarder la série, parce que le côté slapstick gore avec un personnage turbo débile, là c'est poussé vraiment à fond, quoi. C'est vraiment, il joue cette carte là à 100%, et du coup si vraiment toi c'est ta cam, si t'es client du truc, là tu vas passer un bon moment. Par contre, ça t'apprend rien sur le film. Très court, ils font 20-25 minutes. C'est pas un truc dans le lore, c'est pas important ou... Non. Ça explique quelques petits trucs, mais c'est pas non plus indispensable. Oui, c'est pas. Et Rémi, c'est juste une prolongation. Voilà. Et Rémi bosse pas dessus. Prod Exé, je crois. Ok, d'accord. Et si, il réalise le premier épisode. C'est vrai. De la saison 1, c'était lui. J'ai plein Après, de questions. Je sais pas s'il est impliqué ou quoi. J'ai plein de questions bêtes à poser, mais est-ce que c'est Rémi qui va réaliser le prochain ou... Non, c'est pas Rémi. Non, Rémi, je crois qu'il y retournera pas. Ouais, il y retournera pas. Bon, il est bien retourné à Marvel, on sait jamais. Ouais, mais un Marvel très différent. Ash crame le livre grâce au collier qu'il avait offert à Linda, et les Deadites meurent. C'est plutôt dégueulasse, leur manière de mourir, c'est un peu dégueu. J'adore le plan final. Et justement, j'avais vu Doctor Strange pas longtemps avant, donc forcément j'ai pointé du doigt en disant ok, d'accord, ok. Maintenant... Tu vas tellement aimer Evil Dead 2, et en fait en vrai, là, je suis content pour toi. Parce que je te vois là et tu vas découvrir Evil Dead 2. Je parierais pas sur le fait que tu sois fan du 3, mais tu vas kiffer le 2, quoi. Ouais. Franchement, je le pense, Quand je vois un peu ce qui t'a plu dans le 1. Tu sais comment il a filmé ce plan? Lequel? Le dernier, là? Le dernier, oui, il approche super vite. Au bout d'une corde? Elle était pas au bout d'une corde, la caméra? Avec un vélo. Il était en vélo. J'adore. Ah ouais, c'est génial. Ce qui est génial dans ce plan-là, c'est que en termes de timing, il fallait vraiment pas se louper, parce qu'ils arrivent vraiment à fond les ballons, et en fait, il faut que les portes s'ouvrent ou se fracassent pile au bon moment pour que le truc puisse continuer, sinon c'est la catastrophe, quoi. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est un plan qui techniquement a dû être, je pense, un enfer à faire, quoi. Voilà, on a fini ce premier Evil Dead. C'était assez rapide, mais en même temps, c'est un film c'est une lettre à la poste. C'est un film, c'est pas un film qui encore une fois, je pense pas que ce soit, et c'est pas du tout grave. C'est pas un film riche de sous-texte. C'est pas un film qui s'analyse. C'est un film qui se regarde. Tu vois, dès que j'essaie de l'analyser un peu, je me dis merde, peut-être un peu misogyne. C'est un film qui se vit, en fait. C'est un truc qui se ressent. Il n'y a pas pas forcément à chercher. C'est très viscéral, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment d'analyse à faire. Moi, le truc, en fait, que je disais souvent quand j'avais ce genre de débat, quand je tenais mon vidéoclub, et ça arrivait souvent qu'on me dise oui, mais en fait, dans les films, il faut un scénario. S'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de film, ça n'existe pas, machin. Je dis non, c'est faux. Et le contre-exemple, enfin, l'exemple que je citais, en fait, pour expliquer le truc, c'était systématiquement Evil Dead. Et je dis voilà, ce film, en fait, n'a pour ainsi dire aucun scénario, c'est juste c'est profondément con, mais par contre le film est un chef-d'œuvre parce que derrière en fait il y a un très très bon réalisateur qui sait parfaitement ce qu'il fait. En plus le mec était il avait 21 ans, quoi, donc regardez, et puis on en reparlera demain, quoi. Oserais-je dire j'ai jamais eu de personne qui après avoir lu le film m'a dit non mais en fait moi je voulais un scénario. Non enfin c'est ne pas voir le génie derrière ça, faut juste être aveugle. Et puis c'est le cas de bien des réalisateurs, absolument sans les comparer. Terrence Malick fait finalement pas autre chose, c'est des images, c'est des plans, c'est des idées, c'est des conceptions, et c'est pas forcément une histoire. Et c'est pas grave.
Bah, Monsieur Lynch aussi, hein, ça fonctionne dans cette Il y a un peu de ça chez Lynch, ouais. Moins, mais un peu. Ouais. Inland Empire, l'histoire, tu ne comprends rien, mais tu vois beaucoup d'images, tu vois. Je vais pas te faire croire qu'Inland Empire est mon préféré de Lynch. C'est celui qui me vient à l'esprit, là, comme ça. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit Evil Dead? On va commencer avec toi, Mathieu. Chef-d'œuvre, hein. Chef-d'œuvre. Enfin, Ok. Pour moi, c'est le plus grand film d'horreur des années 80 parce que, il y a toutes les qualités qu'on a évoquées plus tôt et surtout, c'est un film qui va aussi complètement à l'encontre de ce qui était la tendance horrifique dans les années 80, savoir le slasher. Enfin, même si encore une fois, il n'y a pas eu non plus que ça, mais une bonne majorité, je pense, des films d'horreur qui marchaient dans la première moitié des années 80, c'était des slashers. Et Evil Dead, c'est un film qui est beaucoup plus énervé, qui propose, à mon sens, beaucoup plus de choses et qui a laissé finalement beaucoup plus de traces que les suites de sagas qui étaient toutes plus mauvaises les unes que les autres. Chef-d'œuvre, je suis d'accord, mais à la différence que... alors, le mot chef-d'œuvre, à la fois est galvaudé, mais pas ici, mais surtout c'est un mot qui peut faire peur, c'est-à-dire que c'est un chef-d'œuvre totalement accessible, c'est un chef-d'œuvre à portée de compréhension et à portée de main, c'est-à-dire que pour citer un autre chef-d'œuvre, et celui qui est d'ailleurs le plus souvent cité quand on parle de chef-d'œuvre, c'est pas Citizen Kane, Evil Dead, c'est-à-dire que tout est devant la caméra, il n'y a pas forcément d'histoire derrière, il n'y a pas forcément il n'y a pas nécessairement de révolution du cinéma, il n'y a pas de grand acteur, il n'y a pas de grand plan, enfin voilà, comment dire, c'est un grand film, mais c'est un grand film qui est vraiment à la portée de tout le monde. Et c'est quelque chose que je trouve profondément attachant. C'est pas un film qui tétanise, c'est pas un film qui bloque, c'est pas un film qui fait peur. Enfin, c'est un film qui fait peur, mais dans son appréhension, je veux dire, c'est quelque chose que moi je trouve vraiment particulièrement touchant, et c'est pour ça que je pense que je le préfère au deuxième. C'est-à-dire que le deuxième reste quand même toujours un petit peu fait de bric et de broc, mais celui-là, il est passionnant aussi parce que il est une affaire de passionnés. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un chef-d'œuvre qui n'a pas nécessairement été pensé en tant que tel, alors que bien des chefs-d'œuvre, souvent, il y a une ambition absolument démesurée dès l'écriture de la part de leur créateur. C'est un petit chef-d'œuvre. Alors que là, c'est... Non, je pense que c'est un grand chef-d'œuvre, mais par hasard. Voilà, et c'est ce que j'aime. D'ailleurs, dans son genre, il y en a qu'un. Un petit peu, ouais, je trouve. Et puis je trouve que voilà, enfin, c'est aussi ce que j'aime chez Sam Raimi, c'est que toute sa carrière repose parfois, enfin, en grande partie aussi sur du hasard ou de la malchance, ou voilà. C'est pour ça que j'aime passionnément ce mec, et c'est pour ça que j'aime passionnément Evil Dead. Puis c'est aussi des films qui ont, Evil Dead, c'est aussi un film qui a inspiré énormément d'autres futurs grands réalisateurs derrière, quoi. Il y a des mecs en fait qui se sont dit putain, mais on peut réaliser un truc aussi fou à 20 ans avec des potes, c'est bon, je vais faire ça moi demain, tu vois. Ça te donne envie de faire du cinoche, quoi. Ouais, bien sûr, c'est vraiment le film à montrer à tous les jeunes cinéastes qui ont la niaque et qui veulent faire du cinéma d'horreur, mais qui ont envie d'avoir quelque chose qui les motive et qui les inspire, quoi. Evil Dead, c'est vraiment le film parfait pour ça. C'est encore une fois, comme tu disais, Nico, c'est pas un film avec une histoire très très développée ou quoi. C'est vraiment un film où le héros du film, c'est même pas tant H, c'est même pas tant Bruce Campbell, c'est vraiment le héros du film, c'est la caméra, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le film. Le héros du film, c'est le film. C'est ça. Si on est un minimum intéressé par la technique et comment faire tel effet au cinéma, comment raconter une histoire en fait, juste avec des moyens purement avec le langage cinématographique. Et Evil Dead, ouais, c'est une pierre angulaire en fait. On peut pas ne pas le voir, quoi. À mon tour, eh bien moi, mon petit premier visionnage s'est assez bien passé. Je n'ai pas adoré le film, je n'ai pas détesté le film. Ouais. Tu l'as vu qu'une fois, c'est ça ? Je l'ai vu qu'une fois. Okay. Je l'ai vu qu'une fois et j'ai trouvé, comme vous l'avez bien mieux dit que moi, qu'il y a plein de petites idées de réalisation, de système D, de mise en scène. Il y a plein de moments où je me suis dit j'aime bien ce plan, ouais. Tu vois. Ouais.
Mais le film, en dehors de ça, m'a pas forcément eu un gros impact sur moi, quoi. Tu vois, je me suis pas dit j'ai repensé à Evil Dead une semaine après en me disant c'est vrai que Evil Dead cette scène ou. Ouais, il y a peut-être un truc de petit con aussi, c'est-à-dire que moi j'ai découvert ce film de petit con quand j'étais un petit con, et Mathieu, je crois que c'était pareil pour toi, donc ça joue sans. Ouais, évidemment que ça joue. Évidemment que ça joue. Je pense que je suis peut-être trop vieux. Bah non, t'es cinéphile et tu connais un minimum en cinéma, donc si tu veux, t'es pas trop vieux pour apprécier, mais évidemment que ça n'aura pas le même impact, et c'est pas grave. Et je sais pas, c'est peut-être que on m'a tellement dit que c'était un chef-d'œuvre. Ouais, en fait, c'est ça. Quelquefois, on va te dire c'est un chef-d'œuvre, et tu te retrouves devant un film qui a coûté $300 000. Ouais, mais c'est le jeu. Avec une meuf déguisée en Joker. Et tu fais bon, il y a des bonnes choses. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai tendance, moi personnellement, j'adore écrire des scénarios, des trucs comme ça. Donc l'écriture et les scénarios, c'est ce qui me plaît le plus la plupart du temps. Ouais, c'est pas ce que alors que je sais que la plupart des cinéphiles français, ils mettent la mise en scène avant tout. Moi, ça a toujours été un petit peu limite le scénario qui me tente le plus. Donc dans ce film-là, j'ai pas eu vraiment beaucoup de choses à me mettre à analyser. Et par exemple, je m'attendais, après avoir vu 1 milliard de caméos de Bruce Campbell dans tous les films de Raimi, après avoir vu des interviews de Bruce Campbell, qui est un mec qui est quand même plutôt charismatique, vraiment, tu vois, qui est vraiment avec une voix qui porte, machin. Là, je l'ai pas trouvé, tu vois, j'ai pas encore trouvé le Bruce Campbell qu'on a essayé de me vendre dans les films. Donc, un film que je suis content d'avoir enfin vu, mais un film que je vais pas forcément avoir envie de revisiter. Je comprends. Voilà. Je comprends. Tu changeras peut-être d'avis à la fin de la trilogie. Si ça se trouve, voilà, quand je vais avoir vu la fin de la trilogie, je vais me dire, allez, je vais me les refaire. Voilà, ça pourrait être sympa. Et c'est vrai que c'est un peu dommage que j'ai pas vu les suites, parce qu'on peut pas vraiment en parler et discuter autour de ça. Mais j'aime bien découvrir chaque film comme ça. Ça va être plus sympa, je pense. T'as bien raison. Voilà, à chaud. Et ouais, Raimi, c'est un mec qui est vraiment difficile à détester, quoi. C'est un mec qui a l'air tellement sympa, qui a l'air... Après, je vais dire ça et on va apprendre des trucs avec la chance que j'ai. Mais Raimi, c'est un mec qui a l'air passionné. Et c'est des mecs comme ça, tu vois, je sais pas, des Del Toro, des mecs un peu dans c'est rien d'autre qu'un geekos. Voilà, c'est un Peter mec, Jackson, c'est un Del Toro. Exactement, les Peter Jackson, les Del Toro, les Raimi. Ça fait plaisir d'avoir des mecs comme ça dans le cinéma, qui sont pas forcément là cyniquement, qui sont pas là de manière cynique, qui sont là pour faire des films, tout simplement. En fait, il n'y a pas de secret. La raison pour laquelle on aime Sam Raimi, et c'est pareil pour Del Toro et c'est pareil pour Peter Jackson, c'est il est comme nous. Ouais, voilà. C'est tout. Il a envie de faire il bouffe du cinoche, il fait du cinoche, enfin voilà. C'est pas très Tarantino aussi, quoi. Voilà, c'est juste il est comme nous, il bouffe du film. Un des trucs aussi qui a fait que Peter Jackson s'est mis à faire du cinéma, c'est qu'il a vu Evil Dead. Il s'est dit putain, mais c'est possible de faire ça, et boum, ça donnait Bad Taste. Donc c'est oui, effectivement, enfin l'importance de Sam Raimi, en fait, elle est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer, quoi. Et c'est pour ça que l'épisode bonus du Patreon sera Brain Dead. Ah, voilà, tu fais plaisir. Parce que je fais un petit épisode bonus en rapport avec la saga à chaque fois. Et là, les gens ont voté. Alors qu'il y avait Spider-Man 2 dans le classement, ils ont voté pour Brain Dead, les gens. Donc il y a de l'espoir. Mais t'as déjà fait la Spider-Man ? Ouais, mais je voulais le refaire. Oh, très bien. Et t'as bien raison. Un autre invité. Tiens, petit conseil aussi, et je pense que tu dois connaître le truc, mais une fois que tu auras vu toute la trilogie Evil Dead, refais-toi Spider-Man 2 et prête un peu attention en fait à la scène qui se passe dans l'hôpital. Ah oui, je la connais. Le docteur Octopus bien sûr. Ouais, non, mais ça, c'est vrai que une fois qu'on connaît Evil Dead, on la voit très différemment. Ouais, j'y ai pensé. Et puis voilà, même rien que dans son dernier film, il se fait des hommages à lui-même, quoi. Je veux dire, il a bien raison, personne d'autre le fera. Et ouais, donc un film sympa, et j'ai hâte de voir le 2. J'ai l'impression que c'est vrai que ce qu'on m'a vendu du 2, je pense que ça pourrait peut-être plus me plaire, parce qu'il y a peut-être un côté plus vrai film, entre guillemets. Je pense que l'image que tu avais d'Evil Dead, en fait, était l'image d'Evil Dead 2. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Et c'est le cas de la plupart des gens. Ouais. Lâche-moi, je te dis. Ça sert à rien.
Tu vas bientôt être un des nôtres. Bon, eh bien, merci à vous deux de m'avoir rejoint. C'est toi, merci. On peut vous Merci à retrouver toi. où ? Je suis en train de monter mes prochaines vidéos, mais du coup voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter essentiellement et sur YouTube quand quand la vidéo sera finie. Et moi, vous pouvez me retrouver sur une plateforme de streaming qui s'appelle Filmo, plateforme 100% cinéma, voilà, où je produis et anime des émissions. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, vous pouvez me retrouver dans la saga chaque semaine. Non, on ne tire pas au Je fais pas le sort. chapeau. En fait, Nico, j'explique il pour a le les chapeau auditeurs. dans les mains, il est En chaud fait, ça pour fait une tirer au heure que je sort. fais ça. J'ai un chapeau avec des petits papiers. Je pensais de tirer au sort, mais c'est vrai que j'ai jamais fait. Pourquoi on tire plus au sort? Si, on tire au sort, mais pas Ah bah non. à la fin de la saga, on tire Ah au bah sort. mince. Bah oui. Ok. Je peux pas tirer maintenant au Souvent, sort. je le fais à l'avant-dernier film. Je le fais à l'avant-dernier film. D'accord. Voilà. Alors tu sais quoi, je tire au sort. Juste tu couperas au montage, c'est pas grave. Je tire au sort. Là. Oh alors franchement, je serais dégoûté. Je serais dégoûté que ce soit pas celle-là. Je viens de tirer au sort. Ah, bah et voilà. je ferai comme un ouf que ce soit ça. M'invite Tu sais pas. quoi, ce sera bipé. Ouais, très bien. Ah super, très bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, ne m'invite pas à celle-ci. Non? Non, merci. T'es sûr? Ça ira. Oh, C'est gentil. C'est dommage. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode sur Evil Dead. Et merci à vous d'avoir été patient, parce qu'on a dû le repousser d'une semaine à cause de problèmes d'emploi du temps. Et ensuite, ma vie est devenue complètement chaotique, et donc j'ai un peu eu du mal à trouver le temps, et surtout la motivation à monter l'épisode. Donc l'épisode est un peu en retard, c'est de ma faute, mais ça y est, il est disponible. Ça c'est fait. Maintenant, on passe aux 2. J'espère que je vais pas trop me prendre de messages désagréables, parce que j'ai dit que le film était un peu misogyne. Parce que sur Internet, les gens sont un peu tendus dès qu'on utilise certains mots. Et ils s'énervent facilement. Mais il y a aussi des gens cool. Des gens super cool sur Internet. Des gens comme Yann Voorhees, Vincent la créature de Frankenstein, Talaha Selim, The Walking Dead, 28 Romains plus tard, Renato of the Dead, L'armée d'Érémie, Pierre Nigan, Resident Ocean, World War Nicolas, Monsieur Zombie, I Lizzie, Michel Michonne, Louis Grundy, Julien le Réanimator, Loba Palpatine. J'ai pas le droit de le dire ça. Merde. Dernier train pour Dylan, Frank Wesker, Damien Tarban, Brain Seb, Claire Redfield, Aurélien Bubb, Rob Alexis, Planète Elvire, Pascal Big Daddy, Alex Clegane, Fear the Walking Jerem, Sarah vs Evil Dead, et bien sûr Mehdi, Béa et Barbara les morts-vivants, et Gérard le H du Patreon. Si vous voulez les rejoindre, c'est sur patreon.com/plan-séquence. Patreon, c'est une plateforme où vous pouvez aider vos créateurs préférés, surtout ceux qui galèrent un peu comme moi. Et vous pouvez les aider financièrement en échange de certains trucs. Et là, en échange, vous allez avoir des tonnes d'épisodes bonus et bientôt des nouveaux épisodes. Comme là, je prépare un épisode sur Brain Dead, même si j'ai du mal à trouver un invité. Donc ça prend un peu du temps. Et plein d'autres trucs. Bientôt, on va reprendre les séries Marvel. Je vais sûrement parler de séries télé aussi, parce que j'en ai bien envie avec ce qui se passe en ce moment. Il y a des très bonnes séries, et donc j'ai bien envie d'en parler. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, @lasagapod. Et si vous voulez me faire plaisir, mettez 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, ou sur Apple Podcast. D'ailleurs, sur Spotify, vous pouvez maintenant laisser des petits commentaires, donc n'hésitez pas, si vous voulez, même revenir sur les anciens épisodes que vous avez bien aimés et laisser ce que vous en pensez. Votre avis compte, et ça fait toujours plaisir quand je vois un petit message comme ça sur Spotify, et c'est souvent très sympa. Donc voilà, dans le prochain épisode, on vous parlera de Evil Dead 2 at the End. C'est franchement super cool de découvrir une saga comme ça. D'ailleurs, j'espère que je suis pas passé trop pour un con, parce que là, j'étais avec 2 gens qui s'y connaissent pas mal et moi, j'y connaissais rien. Donc, j'espère que ça va.